Question. Monsieur Gardette, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, je suis effectivement ce matin devant vous pour vous apporter des éléments les plus précis possibles. Je vais essayer d'être factuel. Je remettrai des documents à votre rapporteur. Et comme j'ai suivi vos auditions précédentes, je vais me focaliser sur les questions qui me semblent être celles qui sont encore les plus prégnantes pour vous, pour votre commission. Naturellement, si je ne faisais pas le tour de ce que vous attendez, je répondrai ensuite à vos questions. Mon état d'esprit est le suivant. Devant votre commission aujourd'hui, je partage à 100% le propos liminaire que vous a tenu mon directeur général, M. Bézard, la semaine dernière, pas parce que c'est mon supérieur hiérarchique, je tiens à le préciser, mais parce que nous avons vécu l'ensemble de ces événements ensemble, parce que nous avons travaillé avec professionnalisme et parce que les accusations d'incompétence ou de connivence nous sont particulièrement insupportables. Je tiens également à dire en propos liminaire que je pense à la dizaine de milliers d'agents, plus particulièrement chargés de la mission de contrôle fiscal à la DGFiP, qui essayent également de faire leur travail. Dans un pays dans lequel l'appétence pour l'impôt n'est pas la première qualité et dont la passion pour la lutte contre la fraude est quelque chose d'assez récent. Je tiens enfin à citer deux interventions, deux propos de M. Plenel et de M. Arfi devant votre commission il y a 15 jours qui sont particulièrement désagréables à entendre, même si je rends hommage à la qualité du travail d'investigation de la presse en général et de Mediapart en particulier, puisque, comme nous le savons tous depuis le 2 avril dernier, M. Cahuzac disposait bien d'un compte non déclaré à l'étranger. La première citation, c'est celle de M. Plenel, qui a dit « À partir du moment où il y a une enquête préliminaire en cours, il ne peut y avoir de manœuvre secrète sur les faits qui font l'objet d'une enquête de police. » Je reviendrai sur cet élément assez important de mon point de vue. Et M. Arfi, un peu plus tard, indiquait « Les questions posées à l'administration fiscale suisse sont objectivement de mauvaise foi. » Ces propos m'ennuient parce que l'essentiel du travail de Mediapart était de très grande qualité et il ne me semble pas nécessaire d'attaquer l'administration fiscale pour démontrer qu'ils avaient raison sur le fond. J'en viens maintenant aux 4 points factuels sur lesquels je vais faire porter mon propos liminaire. J'ai entendu que la semaine dernière, au sein de votre commission, s'étaient noués des débats sur faut-il sortir de la période strictement entendue du 4 décembre 2012 au 2 avril 2013. J'ai compris que vous vous y étiez autorisé compte tenu de la nécessaire manifestation de la vérité et de votre souhait de comprendre un peu comment l'administration fiscale travaillait et comment nous en étions arrivés là. Je me permettrai donc de consacrer mes 2 premiers points à l'année 2001 et à l'année 2007. Le premier point, donc, en 2001, puisqu'on nous dit « le fisc savait depuis 2001 ». Ça, c'est M. Gonel qui vous déclare ça lors de la première semaine de vos auditions. Reprenons les faits. De quand date l'enregistrement? On ne sait pas exactement. On nous dit la fin de l'année 2000. C'est ce que Mediapart nous apprend le 4 décembre. M. Gonel vous indique lors de son audition « J'avais 3 voies pour la rendre publique. Les médias, l'article 40, saisir le procureur de la République, ou un signalement auprès du service compétent de l'administration fiscale. » Il a choisi cette 3e voie, nous dit-il. Mais il l'a choisi d'une manière qui n'est absolument pas habituelle, et je le dis pour l'ensemble des personnes qui peuvent nous écouter aujourd'hui, l'administration fiscale ne traite pas les informations qui lui parviennent de manière anonyme. Donc les personnes qui ont des éléments à porter à notre connaissance et qui souhaitent ainsi faire progresser la lutte contre la fraude sont invitées. Cela fait des années que c'est comme ça a été confirmé dans une circulaire en 2010 dite Barouin que je remettrai à votre rapporteur en documentation mais qui n'est évidemment pas couverte par le secret fiscal. Cela fait partie de notre manière de travailler depuis déjà fort longtemps. Or, M. Gonel nous explique qu'il fait appel à un ami qui travaille à l'époque à la Direction générale des impôts, qui lui-même va rentrer en contact avec une connaissance
Et on ne nous donne pas le nom d'ailleurs de cet ami. Et cette connaissance, c'est cette personne apparemment qui va se pencher sur le dossier fiscal des époux Cahuzac au début de l'année 2001. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le service en question, la fameuse B2I, Brigade d'intervention interrégionale de l'ADNEF, la Direction nationale des enquêtes fiscales, comme le président vous l'a dit, vous en entendrez l'ancien directeur désormais cet après-midi, mais je précise tout de suite qu'il n'était pas présent en 2001 à la tête de l'ADNEF. Ce service donc était tout à fait compétent, parce que la Direction nationale des enquêtes fiscales, comme son nom l'indique, a une compétence nationale, donc était tout à fait compétent pour faire venir ce dossier depuis le service de gestion, qui en l'occurrence était à Paris, comme Mme Péchat vous l'a expliqué la semaine dernière. La difficulté, c'est que pour reconstituer l'histoire, nous avons dû interroger les personnes qui avaient vécu cette période. Nous ne pouvions pas interroger M. Mangier, car malheureusement il est décédé l'année dernière. C'est apparemment l'inspecteur qui a fait venir, enfin c'est même certainement l'inspecteur qui a fait venir le dossier de Paris, et c'est lui qui a demandé à l'un de ses collaborateurs de le regarder. Les deux directeurs successifs de l'ADNEF, M. Salva, que vous verrez cet après-midi, ce mois de janvier, à ma demande, puis le nouveau directeur de l'ADNEF, M. Iannucci, qui a pris ses fonctions au début du mois de mai, ont procédé à des interrogations de leurs agents qui ont vécu cette époque-là. Et voilà ce qu'il en ressort. Alors d'abord, les dates. Ce sont les documents que je vais remettre à M. Kless, puisqu'il y a eu des discussions la semaine dernière sur les dates. On peut être très précis. M. Mangier, donc, de l'ADNEF, à Bordeaux, a demandé... Alors, M. Mangier était... M. Mangier était inspecteur des impôts. Il travaillait à la B2I de Bordeaux, le service de l'ADNEF, et apparemment c'est lui qui a été actionné par l'ami de M. Gonel. M. Mangier a reçu le dossier fiscal de M. Cahuzac et de son épouse le 12 février 2001. On a un document papier qui est un bordereau d'envoi du dossier. Excusez-moi, je vous en prie, M. Gardette, Président. pour être très précis, oui. Parce que Mangier n'était pas le responsable du B2I. Tout à fait, j'y viens dans une seconde. J'y viens dans une seconde sur son chef de brigade qui a été interrogé et qui nous a donné des éléments intéressants. Monsieur Mangier donc formule la demande le 9 février 2001. Il indique que c'est pour consultation et il ne donne absolument aucun motif. C'est d'ailleurs pas prévu dans le document, autre que vérification, consultation, contentieux ou autre. Donc là, il coche la case consultation. Le 12 février 2001, il reçoit, en tous les cas, le bordereau d'envoi part de Paris vers la brigade d'intervention interrégionale de Bordeaux. Et comme vous le savez déjà, et c'est une difficulté c'est un point d'interrogation dans le sujet, ce dossier ne sera retourné au service de gestion à Paris que le 7 février 2007. Et ça, c'est normal ? Ce n'est pas normal, j'y viens dans une seconde. Donc ce sont ces documents que je vais remettre à votre rapporteur. Qu'a donné l'interrogation à laquelle ont procédé successivement les deux directeurs de l'ADNEF, M. Salva au mois de janvier. Au mois de janvier, qu'est-ce qui se passe? Je rassemble le dossier fiscal, l'intégralité du dossier fiscal des époux Cahuzac à l'administration centrale, en prévision de la venue de Mme Dufaux, que vous auditionnerez la semaine prochaine, commissaire à l'ADNIF, qui va venir sur réquisition récupérer ces éléments de dossier. Je consulte ce dossier pour quand même avoir une idée de ce qu'il y a dedans. Certains éléments remontent à une... Vous pourriez parler un peu plus fort dans le micro, parce qu'on entend très mal. Très bien, excusez-moi. Voilà. Donc, le 15 janvier, je prépare ces éléments. Madame Dufaux nous rend en visite le 18 janvier et j'interroge M. Salva. J'interrogerai à nouveau son successeur le mois dernier pour avoir des précisions compte tenu des légitimes questions que vous vous êtes posées sur ce sujet. Il ressort donc de l'interrogation des personnes qui ont vécu cette époque que le collaborateur immédiat de M. Mangier, je préfère ne pas donner son nom parce que nous sommes retransmis, mais bien sûr, si vous le souhaitez, je pourrais vous donner tous ces noms, monsieur. Donnez le nom, ce n'est pas un problème. Alors, monsieur Patrick Richard, qui travaillait en binôme depuis de nombreuses années avec monsieur Mangier, qui est contrôleur, donc un grade en dessous de celui d'inspecteur, qui est à la retraite depuis quelques mois, a donné les éléments suivants lors de son audition par le SRPJ de Nanterre en février 2013. Donc il a été auditionné par la police judiciaire sur ce sujet. Il nous a confirmé les éléments. Il nous indique, M. Richard, que M. Mangier aurait reçu une information verbale sur l'existence d'un compte en Suisse utilisé par M. Cahuzac pour le financement de sa campagne électorale.
Selon M. Richard, donc le contrôleur, cette information n'aurait pas été transmise par un autre agent de la DGI, il n'en sait rien, mais par une personne appartenant à la sphère privée de M. Mangier. M. Richard en est convaincu car, contrairement à ce qui se passait dans des cas similaires, M. Mangier n'a pas souhaité que M. Richard rencontre cette personne. Donc on constate déjà une approche assez curieuse du renseignement. Les brigades qui font ce type de métier ont l'habitude d'avoir des contacts informels, mais quand on veut fiscaliser quelque chose, il faut commencer à amener des éléments plus précis, il faut savoir qui nous donne les informations. Là, ce n'est pas le cas. L'information reçue ne contenait aucun autre élément que celui que je vous ai dit, information verbale sur l'existence d'un compte en Suisse, ni sur le nom de la banque, ni sur la période au cours de laquelle des fonds auraient été versés sur ce compte, ni sur le solde de ce compte. Tous éléments qui nous sont indispensables, nous, pour fiscaliser, bien évidemment. Le dossier a été prélevé à toutes fins utiles, pour regarder notamment si le contribuable avait déclaré un compte à l'étranger et était à jour de ses obligations déclaratives. M. Richard garde le souvenir d'un dossier peu épais. Aucune pièce en provenance du service gestionnaire n'a été versée au dossier par la B2I de Bordeaux, donc ils n'ont amené aucune pièce de par leur enquête, après réception en février 2001. Je passe parce que c'est moins intéressant. Le contrôleur, M. Richard, a rapidement constaté qu'il ne pourrait pas exploiter l'information reçue, pas de contact avec la source, aucune précision sur le compte à l'étranger. Il en a informé M. Mangier. Aucune suite n'a par conséquent été donnée à l'affaire et le dossier personnel de M. Cahuzac n'a pas fait l'objet d'un examen détaillé par la B2I de Bordeaux. Selon toujours M. Richard, dont les propos ont été confirmés par les deux chefs de brigade, je vais répondre à la question de votre président, en poste sur la période 2001-2007, il n'existe aucune trace écrite sur les raisons du prélèvement du dossier et sur la justification de l'absence de suite apportée. En l'absence de toute suite donnée à l'examen de ce dossier de tout acte de procédure, le chef de la B2I à l'époque, donc M. Olivier André, n'a pas été informé du prélèvement du dossier. C'est important. Le chef de brigade n'a pas été informé du prélèvement de ce dossier par l'un de ses inspecteurs. Le chef de brigade à Bordeaux ? De M. Mangier, à Bordeaux. Tout à fait. L'inspecteur principal qui encadre l'équipe qui fait les recherches et qui doit normalement, évidemment, être informé si on veut donner des suites et notamment si on veut proposer les fameuses fiches de programmation de contrôle dites 3909 dont Mme Péchat, je crois, vous a parlé la semaine dernière. M. Laurent Habert, qui a succédé à M. André comme chef de la B2I de Bordeaux de 2003 à 2009, confirme que le dossier est resté par négligence à la B2I de Bordeaux jusqu'au 7 février 2007, date à laquelle il a été renvoyé au service gestionnaire, sans faire l'objet d'aucune action concrète ni d'aucune alimentation complémentaire par le service gestionnaire. Je précise que M. André et Habert ont également été auditionnés par le RCRPJ de Nanterre en février de l'année dernière. Ce que je retiens de ce premier épisode, c'est que nous n'avons pas eu d'information. La hiérarchie n'a pas été informée du prélèvement de ce dossier. Le contrôleur a fait très correctement son travail, a regardé ce qu'il pouvait en tirer. Il ne pouvait rien en tirer d'un point de vue fiscal compte tenu de l'évanescence des informations. Et le dossier est malheureusement resté à la B2I de Bordeaux, manifestement pour des raisons de négligence. On ne l'a pas retourné au service gestionnaire. Comme vous l'a expliqué Mme Péchat la semaine dernière, ça n'empêchait absolument pas le service gestionnaire de continuer à recevoir les déclarations annuelles d'IR et d'ISF des époux Cahuzac et à traiter correctement leur dossier, c'est-à-dire à fiscaliser en tous les cas ce qu'ils nous déclaraient. Bon, alors, Monsieur Gardette, donc, oui. Votre analyse sur ce premier point, c'est qu'il y a eu des dysfonctionnements à l'intérieur de l'administration fiscale. C'est ça votre analyse ? Je ne dirais pas, dysfonctionnement si vous voulez, Monsieur le Président, mais ce n'est pas des dysfonctionnements au sein de l'administration fiscale, c'est un témoin clé, Monsieur Gonel, qui dispose d'un élément clé, l'enregistrement, qui est le point essentiel qui nous a convaincus à partir du 4 décembre d'entamer une action et des contrôles.
qui ne prend pas contact directement ni avec le procureur ni avec l'administration fiscale au sens institutionnel, qui entre en contact avec un ami qui connaît un ami, et cet ami se trouve être inspecteur des impôts, fait venir le dossier, n'en parle pas à sa hiérarchie. C'est M. Mangier pour vous, c'est M. Mangier. Tout à fait, Monsieur le Président. N'en parle pas à sa hiérarchie, demande à son contrôleur, donc son adjoint en quelque sorte, de regarder le dossier. Son adjoint fait son travail, lui dit « je ne peux rien en faire » et M. Mangier ne rend pas compte à sa hiérarchie du fait qu'il a demandé ce dossier sur une personnalité sensible, puisque M. Cahuzac était député à cette période, et ne prend même pas la peine de retourner le dossier qu'il avait prélevé. C'est un dysfonctionnement, c'est un membre des services fiscaux, M. Mangier. Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président, c'est le dysfonctionnement d'une... dysfonctionnement du service. Oui, enfin, d'une personne du service. D'accord, mais enfin, il a des supérieurs hiérarchiques. Comment? Il est décédé, oui. Tout à fait. M. Mangier est décédé, de mort naturelle. Est-ce que je dois comprendre que vous trouvez ça pratique qu'il soit décédé, messieurs les députés? Non, mais c'est une question. Non, parce que faut dire les choses tout à fait clairement. Ça, c'est le premier point. Donc, ensuite... Je souhaiterais, Monsieur le Président, monsieur le rapporteur. Monsieur Gardette puisse continuer jusqu'au bout son intervention. On aura tout loisir de poser toutes les questions. Remettez votre micro, Monsieur Gardette, parce que le rapporteur vous a coupé. Autant pour moi. Voilà comment ça s'est passé en 2001. Ensuite, je voudrais insister sur la période suivante, c'est-à-dire 2007. En 2007, nous avons M. Garnier, M. Rémy Garnier, l'inspecteur des impôts désormais très célèbre, qui procède au mois d'avril 2007. Parlez proche du micro, s'il vous plaît. Écoutez, je vais être vraiment... Alors, je vais devoir me mettre dessus. Donc, M. Garnier, en avril 2007, procède à la dernière consultation du logiciel qu'on appelle Adonis, concernant le compte de M. Cahuzac. Entre autres, puisqu'il en a consulté une trentaine d'autres, principalement ceux de sa hiérarchie. Le 24 mai 2007, il a un premier entretien avec son directeur. Donc, M. Garnier est à l'époque affecté dans une direction interrégionale de contrôle fiscal, une DIRCOFI, en l'occurrence la DIRCOFI Sud-Ouest. Son siège est à Bordeaux, mais lui est en poste à Agen. M. Garnier donc, a un premier entretien avec son directeur le 24 mai, qui l'interroge sur les raisons de sa consultation de ce logiciel concernant des personnes, et pas seulement M. Cahuzac, dont normalement il ne devrait pas avoir à s'occuper compte tenu de son périmètre d'intervention. Je m'intéresse à cette période-là parce que c'est le second moment à la suite duquel on nous dit « vous ne pouviez pas non plus ne pas savoir ». Alors, je ne reviens pas sur l'éventuel contentieux qui a pu exister ou pas entre M. Garnier et M. Cahuzac dans le passé, c'est-à-dire avant 2007, puisqu'il y a eu des procédures déontologiques, disciplinaires, pardon. Il y a un jugement de la Cour d'appel qui est tombé la semaine dernière, et donc je considère que cet élément est un peu en dehors du champ de vos interrogations. En revanche, je tiens à m'attacher à ce que M. Garnier savait et à ce qu'il nous a expliqué, pour que l'on voit ensemble s'il y a eu dysfonctionnement ou pas, Monsieur le Président, de l'administration fiscale à cette époque. Alors, lorsque on lit le mémoire en défense, le fameux mémoire en défense que M. Garnier a rédigé en 2008, on constate, si j'arrive à retrouver mon document, ce sera encore mieux. On constate qu'il nous explique... Je peux vous le passer si vous voulez. Non, mais c'est très gentil, Monsieur le Président. Je crois que je le connais de mémoire. On constate qu'il nous dit « j'ai ouï dire », il écrit dans son mémoire devant le TA « j'ai ouï dire un certain nombre de choses et des informations d'origine diverse me permettent d'affirmer que ». Donc, bien évidemment, ces éléments, en tant que tels, ne peuvent pas suffire à engager un contrôle fiscal approfondi à l'égard d'un contribuable. Nous sommes dans un pays démocratique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'anonymat ne nous permet pas de travailler sur ce sujet, ce type de sujet, et donc il en faut un peu plus. Et donc nous avons interrogé dès le 5 décembre 2012, à ma demande, donc le lendemain de l'article de Mediapart, auquel nous avons évidemment accordé le plus grand prix. Nous avons interrogé les 3 directeurs successifs de la DIRCOFI Sud-Ouest, entre la période sous revue, c'est-à-dire les faits à ce moment-là, M. Garnier, je parle de 2007, et aujourd'hui.
Ces 3 directeurs se nomment respectivement M. Jochum, M. Dinet et M. Leblanc. Les 3 directeurs, et principalement celui qui était en poste à ce moment-là, M. Jochum, ont évidemment regardé, replongé dans leurs archives, et ce qu'ils nous ont dit, c'est la chose suivante. M. Garnier, en 2007, n'avait pas d'autre élément qu'une information externe dont il ne souhaitait pas nous donner la source. Donc je ne sais pas vous dire si, peut-être M. Garnier vous le dira si vous l'auditionnez, peut-être il finira par le dire dans la presse, mais je ne sais pas vous dire si M. Garnier, quelle était sa source à ce moment-là, en 2007, c'était peut-être M. Gonel, c'était peut-être M. Bruguière, c'était peut-être quelqu'un d'autre. Toujours est-il qu'il refuse de donner sa source à sa hiérarchie. Dans ces conditions, et pour les mêmes raisons qu'en 2001, il est considéré que nous ne sommes pas en mesure de lancer un contrôle fiscal approfondi à partir d'éléments qui ne sont pas, qui restent anonymes. Est-ce que je peux me permettre de vous interrompre? En juin 2008, vous êtes sous-directeur d'encadrement des relations sociales de la Direction générale des finances publiques. Est-ce qu'à cette époque, vous avez eu connaissance du mémoire de René Garnier? Très précisément, monsieur le rapporteur, non, parce que les services des ressources humaines, le service des ressources humaines de la DGFiP, récemment créé à cette date, comportait 2 sous-directions. J'étais en charge de la première sous-direction, vous venez de la citer, et les sujets disciplinaires, déontologiques, relevaient de la 2e sous-direction, qui était confiée à l'un de mes collègues. Et dans l'enquête que vous avez menée en interne, est-ce que la 2e direction a été au courant? À partir de 2008, le sujet remonte effectivement vers le bureau de centrale qui s'occupe de la déontologie du disciplinaire. Et donc, j'imagine, je suis même quasiment certain que mes collègues du service des ressources humaines, enfin du bureau qui s'appelle RH2 pour être précis, ont connaissance du mémoire de M. Garnier. En revanche, j'ai interrogé mon prédécesseur à la sous-direction du contrôle fiscal. La sous-direction du contrôle fiscal n'est pas informée à ce moment-là, en 2008, et nous le découvrirons, je vous le dis tout de suite, à partir du 4 décembre, dans l'article de Mediapart, que dans son mémoire en défense, M. Garnier expliquait ou justifiait ses recherches par le fait qu'il avait une information relative à la détention. Donc, pour être précis, en juin 2008, dans les fonctions qui étaient les vôtres, à cette époque, vous n'êtes pas informé, ça ne relevait pas de votre direction. Concernant notre direction, vous, est-ce qu'ils reçoivent le document? Est-ce qu'ils ont le document? Alors, la sous-direction des ressources humaines a certainement le mémoire de M. Garnier, puisque c'est ce bureau de centrale. D'accord. Merci beaucoup. Pour la 2e période. J'en viens au 3e sujet qui concerne l'envoi de la fameuse demande de renseignement, la 754, le 14 décembre 2012. Comme je le disais tout à l'heure, donc en résumé, quand même, excusez-moi, en résumé sur cette première période 2001-2007, nous voyons que à chaque fois, à 2 reprises, l'information arrive de manière anonyme. Il n'y a aucun élément aussi précis que ce qui figurera dans l'article de Mediapart le 4 décembre, c'est-à-dire le nom de la banque, c'est-à-dire la période de versement, c'est-à-dire l'enregistrement. Et enfin, puisque l'objectif de votre commission est aussi de vérifier si la DGFiP, l'administration fiscale, n'a pas été instrumentalisée, je note pour ma part, mais c'est une pure conjecture personnelle, que cette information sort une première fois à quelques semaines des élections municipales à Villeneuve-sur-Lot en 2001 et ressort une 2e fois à quelques semaines des élections législatives en 2007, au cours desquelles M. Cahuzac sera élu à nouveau député. Je n'en tire aucune conséquence, je dis juste que c'est étonnant cette chronologie. J'en viens maintenant à l'envoi de la 754. On nous a beaucoup interrogé sur les raisons pour lesquelles nous avions recouru à cette procédure. Alors je tiens à dire d'abord une première chose factuelle, c'est que j'ai adressé à l'ADR FIP 75, vous avez
auditionné M. Parigny et Mme Péchat la semaine dernière, personnellement le projet de demande de renseignement, donc la fameuse fiche 754, la veille du 14 décembre. Elle a été rédigée au sein de mes services et donc il va de soi que j'assume totalement la préparation de ce document et son contenu. Comme vous l'a dit longuement, expliqué assez longuement M. Bézard la semaine dernière, je ne vais pas y revenir. Et contrairement à ce qui a pu circuler ici et là à l'extérieur, il ne s'agit pas d'une sorte de déclaration sur l'honneur demandant à M. Cahuzac d'attester qu'il n'a pas de compte. Il s'agit en revanche d'un document tout à fait administratif qui demande... qui indique que vous seriez ou auriez été détenteur d'un compte bancaire ouvert à l'étranger. L'examen de votre dossier fiscal a permis de constater que vous n'avez pas déclaré l'existence de comptes avec un S ouvert avec un S à l'étranger. Sur les déclarations de revenus, je vous passe les années 2006 à 2011. Je vous remercie en conséquence de bien vouloir me faire parvenir les éléments suivants. Alors pourquoi nous avons été amenés à envoyer ce document? Principalement pour deux raisons. La première, c'est que, comme là aussi M. Bézard et M. Parigny vous l'ont expliqué, nous étions encore en examen de situation fiscale de M. Cahuzac au titre de ses fonctions ministérielles nouvelles. Il était donc normal de se situer dans ce cadre-là pour interroger le contribuable. En revanche, il ne me semblait pas cohérent de se contenter d'oral sur une question pareille. Il avait déclaré quelques jours avant devant vous qu'il n'avait pas de compte à l'étranger et en matière fiscale, il n'est pas possible de se contenter de déclarations orales. Donc nous étions obligés de passer à l'écrit. La deuxième raison fondamentale pour laquelle nous avons choisi cette voie, c'était pour laisser une trace du fait que nous purgions les voies internes d'interrogation du contribuable. Vous connaissez bien cet argument-là, mais ce n'est pas parce que je le répète qu'il est moins fort que la... Juste pour que la Commission soit parfaitement éclairée, cette démarche administrative est vraiment un préalable indispensable à la demande d'assistance administrative à la Suisse, ou pas? Alors, oui, de mon point de vue, c'est un préalable indispensable parce que notre convention avec la Suisse le prévoit comme tel. Si les Suisses nous avaient demandé « Avez-vous épuisé les voies internes ?» peut-être s'apercevant que la demande d'assistance administrative arrivait relativement vite dans le processus, parce que je peux vous assurer que 24 janvier 2013, par rapport à des événements qui sortent publiquement le 4 décembre 2012, c'est assez rapide pour la confection d'une demande d'assistance administrative. Si les Suisses donc nous avaient demandé « mais est-ce que vous avez épuisé les voies internes ?» Si je n'avais pas fait ça, si l'administration n'avait pas fait cela, j'avais deux solutions. Soit je répondais non aux Suisses et ils me disaient « commencez par respecter la Convention », soit je leur mentais en leur disant oui, nous avons épuisé les voies internes. Est-ce que le cabinet du ministre a été informé de cette démarche administrative? Le cabinet du ministre n'a pas été informé de ces démarches administratives pour la bonne et simple raison que, et je suis à sa place, donc ça me fait plaisir de lui rendre cet hommage, nous appliquions jusqu'à la fin du mois de décembre la circulaire dite Barouin sur le traitement des situations fiscales individuelles que M. Moscovici a repris à son compte à la toute fin du mois de décembre 2012. Donc depuis lors, nous sommes sous l'empire d'une nouvelle circulaire mais qui dit la même chose. Et si vous me laissez une seconde pour la citer, cette circulaire dite Barouin de novembre 2010, elle dit la chose suivante. L'objet, c'est évocation des situations fiscales individuelles auprès du ministre du Budget. Il appartient à l'administration fiscale de gérer au quotidien les relations avec les contribuables dans les différentes missions dont elle a la charge. J'entends m'abstenir de toute intervention dans le cours des procédures individuelles de contrôle et veillerai simplement à ce qu'elles soient mises en œuvre avec l'efficacité, la compétence et le souci déontologique qui sont ancrés dans la culture de vos services. Et le 31 décembre 2012, donc je le disais, M. Moscovici a repris dans l'esprit cette circulaire et donc écrit « Il revient donc dans ce cadre à vos administrations de gérer au quotidien les relations avec les usagers dans les différentes missions dont elle a la charge ». J'insiste sur un point essentiel de notre point de vue.
À partir du 4 décembre, surtout à partir du 10 avec la fameuse muraille de Chine, mais dès le 4 décembre, il y a deux Jérôme Cahuzac. Il y a le ministre du Budget, qui reste en fonction pour l'ensemble des missions dont il a la charge, et il y a le contribuable Jérôme Cahuzac, sur lequel nous avons un doute, que M. Moscovici a qualifié de doute méthodique, doute que nous allons essayer de nous employer à lever. Et très clairement, la procédure dont on parle là, elle vise le contribuable, elle vise d'ailleurs le couple, le foyer fiscal, et donc elle rentre complètement dans l'esprit, me semble-t-il, et dans la lettre d'ailleurs, de cette circulaire. Il n'était donc pas normal, il n'aurait pas été normal que M. Bézard tienne informé M. Moscovici du déroulement de ces procédures, de mon point de vue. Si vous me permettez de compléter la question de Monsieur le rapporteur, oui. Est-il normal que votre administration n'ait pas informé M. Moscovici de la non-réponse, qui est une sous-question à la question de notre rapporteur? Oui, je sais que cette question est très présente dans au sein de la commission, et je le comprends parfaitement. Si vous voulez, dans la mesure où M. Cahuzac maintenait ses dénégations d'une part publiquement, d'autre part disait qu'il essayait d'obtenir de l'administration suisse une réponse directe à sa demande. Et enfin et surtout, dans la mesure où nous avions commencé à réfléchir à une demande d'assistance administrative dès la mi-décembre, que nous avons commencé à rédiger les premières versions dès le 11 janvier, pour nous, la non-réponse à ce formulaire non contraignant, j'insiste beaucoup sur non contraignant, n'était pas un événement qui nécessitait, qui justifiait l'information de M. Moscovici. Ce qui était important de savoir pour M. Moscovici, compte tenu du déport de M. Cahuzac à partir du 10 décembre, qui était donc directement le patron de l'administration fiscale sur ces sujets-là, c'était est-ce que oui ou non, l'un des membres du gouvernement, en l'occurrence son ministre délégué, avait un compte. Et la non-réponse de M. Cahuzac n'était en aucune manière une preuve qu'il en avait un ou qu'il n'en avait pas. Vraiment pas. Essentiellement parce que le document était non contraignant. Comme vous l'a dit M. Bézard par ailleurs, il est bien évident que quelle qu'ait été la réponse de M. Cahuzac, oui ou non à ce document, nous aurions quand même procédé à l'assistance administrative vis-à-vis de la Suisse, car comme je vous l'indiquais tout à l'heure, nous ne sommes pas dans une logique judiciaire. Nous ne cherchions pas à disculper ou incriminer un membre du gouvernement. Nous traitions un contribuable et donc nous cherchions à fiscaliser, si compte il y avait, le compte en question. Et pour ça, il nous fallait des éléments précis sur ce compte, les années, les revenus, le montant, bien évidemment. Et ça, seule la banque étrangère pouvait nous le... Justement, monsieur, vous dites que vous n'êtes pas dans une démarche judiciaire. Comment se fait l'articulation entre cette demande administrative et l'enquête préliminaire ouverte le 8 janvier? Alors ça, c'est la question que j'avais prévu de traiter dans mon quatrième et dernier point, monsieur le rapporteur. C'est tout à fait la question du fallait-il le faire alors que l'enquête préliminaire venait d'être ouverte. Ça fait le lien avec la citation que je rapportais de monsieur Plenel tout à l'heure. J'ai commencé à donner quelques éléments de réponse, mais donc j'y reviens. Il faut savoir, mais vous le savez certainement, qu'il y a un principe de spécialité concernant les conventions d'échange d'informations judiciaires entre les pays. En particulier, la convention d'échange d'informations judiciaires entre la France et la Suisse comporte ce principe de spécialité. Cela fait donc obstacle à ce que les informations qu'ont récupérées messieurs Van Ruynbeck et Leloir nous soient transmises à nous, administration fiscale, en vue de fiscaliser le compte en question. J'insiste beaucoup sur ce point. Donc ça signifie que les informations nous sont utiles, bien sûr, on va en disposer et nous allons pouvoir reformuler des demandes d'assistance administrative précisément orientées sur les établissements financiers ou je ne sais quelle chose bizarre de la sorte, je ne sais pas exactement ce qu'était REL
avant 2010, mais certainement pas une banque. En tous les cas, on y reviendra sûrement. Nous allons donc pouvoir interroger à nouveau la Suisse, mais nous avons besoin que les informations qui nous viennent de la Suisse nous viennent de l'administration fiscale helvétique, si l'on veut pouvoir faire valoir ces informations dans une procédure fiscale, si on veut pouvoir donc fiscaliser le compte à l'étranger. Donc pour moi, le 24 janvier 2013, je ne suis pas en contradiction avec l'enquête préliminaire qui vient de s'ouvrir. Je tiens d'ailleurs Madame Dufaux informée de ma demande et de la réponse. Je ne lui dis pas que la réponse purge le sujet. Je ne lui dis pas que la réponse nous permet de penser que M. Cahuzac n'a pas de compte. Je lui donne ces éléments de manière à ce que, dans l'enquête préliminaire, ça leur permette de se rendre compte que manifestement, ce n'est pas un compte classique détenu à UBS qui est en question. En tous les cas, c'est ce que nous dit la réponse de l'administration helvétique. Sans disons, perturber votre présentation, je crois qu'il faut peut-être venir à une notion centrale dans cette demande pour éclairer la Commission, totalement la Commission. Je parlais de la notion d'ayant droit. Je pense que notre Commission doit pouvoir se faire une idée en fonction des réponses et de votre réponse en particulier. La notion d'ayant droit appliquée à la convention bancaire franco-suisse, ça recouvre quoi exactement? La question est effectivement, de mon point de vue, la principale, et vous ne perturbez pas ma présentation puisque j'avais prévu de finir par cela et nous y étions arrivés. Très clairement, notre connaissance du droit suisse est le suivant sur ces matières. Je remettrai des documents, en l'occurrence les textes législatifs et une convention à votre rapporteur. Ce n'est pas non plus couvert par le secret fiscal, bien évidemment. Nous avons une première loi du 30 septembre 1991 dont nous n'avons pas été en mesure de retrouver la version écrite, si je puis dire, mais on sait qu'elle existe puisqu'elle est mentionnée dans un texte suivant qui prévoyait la fin de l'ouverture de comptes anonymes en Suisse. Ce n'est pas ce premier texte qui est essentiel pour répondre à la question de votre rapporteur, mais je vous le cite quand même parce qu'on en a retrouvé la trace. Le premier texte qui est essentiel pour répondre à la question de votre rapporteur, c'est une loi sur le blanchiment d'argent qui date du 10 octobre 1997, donc on est très en amont de nos sujets, si je puis dire, même si M. Cahuzac a manifestement déjà un compte en Suisse à cette époque, qui prévoit dans son article 4 les choses suivantes. Identification de l'ayant droit économique, l'intermédiaire financier, on dit bien l'intermédiaire financier, doit requérir du co-contractant une déclaration écrite indiquant qui est l'ayant droit économique. Donc si je remplace cela par les mots de ce que l'on sait être les intervenants dans ce dossier, ça donnerait UBS doit requérir de REL, des établissements REL, si c'est bien là que le compte s'est promené avant de partir à Singapour, une déclaration écrite indiquant qui est l'ayant droit économique, donc indiquant le nom de M. Cahuzac. Dans quelles circonstances ? Si le co-contractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y a un doute à ce sujet. On est bien dans cette situation-là. Si REL a vraiment déposé de l'argent chez UBS au nom de M. Cahuzac, si je puis dire, en tant que gestionnaire des comptes de M. Cahuzac, nous étions clairement dans ce dispositif juridique-là. On a ensuite un... Je peux vous poser une question. Avant 2010, la société REL est négociant en valeur mobilière. Si on regarde la loi bancaire suisse et la convention, cette obligation ne s'appliquerait pas pour les comptes ouverts par les négociations, par des structures qui sont des négociateurs en valeur mobilière. Vous confirmez ou... Alors, je confirme tout à fait que nous ne pouvions pas adresser une demande d'assistance administrative bancaire aux autorités helvétiques concernant les établissements REL jusqu'au 1er novembre 2010, date à laquelle ils se sont transformés en établissements bancaires. Ça, c'est tout à fait exact. En revanche, le texte que je viens de vous citer, ainsi qu'un deuxième texte qui est une convention
entre les banques suisses, convention relative à l'obligation de diligence des banques, et l'Association suisse des banquiers, qui date du 7 avril 2008 et que je vous remettrai également, prévoit le même type de disposition. Et notamment prévoit l'existence d'un formulaire que l'on va retrouver dans notre demande d'assistance administrative. Je vois que le président n'était pas convaincu tout à l'heure, je vais essayer d'expliquer plus précisément mon point. L'article 3 de cette convention de 2008 indique, concernant l'identification de l'ayant droit économique, la banque peut présumer, donc la banque UBS, peut présumer que le co-contractant est aussi l'ayant droit économique. Lorsque le co-contractant, entendre REL dans notre cas, n'est pas l'ayant droit économique, entendre M. Cahuzac dans notre cas, ou lorsqu'il y a doute à cet égard, la banque exige une déclaration écrite au moyen d'un formulaire A indiquant qui est l'ayant droit économique. Or, dans notre demande d'assistance administrative que j'ai signée le 24 janvier 2013 à destination de l'administration fiscale helvétique, nous mentionnons bien évidemment la notion juridique d'ayant droit économique et nous mentionnons également ce fameux formulaire A. Pour tout à fait, monsieur le rapporteur. Très clairement, je vais vous montrer et je vais vous laisser deux exemples de formulaire A remplis. Un où c'est du direct, c'est-à-dire direct, au sens où le co-contractant n'est pas l'ayant droit économique, il le mentionne, et un autre un peu plus sophistiqué, où il y a une structure interposée, une sorte de trust, entre le co-contractant qui a tenu le compte dans la banque, je crois que c'est Crédit Suisse, mais peu importe, et l'ayant droit économique final. Donc la raison pour laquelle M. Bézard nous a recommandé d'ajouter ayant droit économique, c'était une raison qu'on va qualifier de juridique, mais c'était aussi un souci de clarté. Mais dans les demandes d'assistance que nous avions adressées à la Suisse précédemment, on ne mentionnait pas formellement la terminologie ayant droit économique parce que nous demandions systématiquement ce fameux formulaire A et nous considérions que les deux choses étaient réductibles. Je vous interromps. La vraie question qui se pose, et je crois que les membres de la commission poseront la même question que moi, est-ce que REL a réellement rempli ce document? Et là, tout à fait d'accord avec cette. Tout à fait d'accord sur cette question. Je me pose cette question depuis le 2 avril dernier et pour l'instant, je n'ai pas encore la réponse. On est en attente des éléments de l'instruction judiciaire pour savoir le fin mot de l'histoire. Il y a trois possibilités de mon point de vue. Soit UBS a menti à l'administration fiscale helvétique et l'administration fiscale helvétique nous a fait la réponse que lui a faite UBS et UBS n'a pas dit la vérité. C'est possible, c'est pas inconcevable. Compte tenu quand même de ce que je sais par ailleurs du dossier UBS pour y travailler d'assez près avec un autre juge français, je trouve que ça aurait été un risque très considérable pour eux de faire cela. En plus, ils seraient clairement en contravention avec les règles internes suisses. Mais je ne peux évidemment pas exclure cette première hypothèse, elle ne me semble pas la plus probable. Soit les établissements REL n'ont pas respecté la législation helvétique et d'une certaine manière ont menti à UBS ou à toute autre banque qui finalement détenait effectivement l'argent de M. Cahuzac avant qu'il ne parte à la fin 2009 vers Singapour. Cette deuxième hypothèse me semble plus robuste, mais je n'ai évidemment aucune preuve permettant de l'affirmer. En tous les cas, notre lecture du droit interne suisse combiné à notre convention avec ce pays nous donne à penser, je suis affirmatif là-dessus, contrairement à ce qui a pu être dit, c'est que notre demande était extrêmement large. Elle était extrêmement large. On peut toujours nous reprocher, ça va peut-être venir dans les questions, de ne pas avoir interrogé sur une autre banque UBS, mais sur la banque UBS qui, à la date du 24 janvier, lorsque j'ai signé cette demande, était la seule qui restait mentionnée dans les différents articles en tant que
détentrice du compte, gestionnaire du compte, notre demande était extrêmement large et aurait dû permettre d'accéder à cette information. La troisième hypothèse, mais ça franchement c'est de la pure conjecture, c'est que on ne sait pas encore le fin mot de l'histoire et il s'est passé quelque chose avant 2006, c'est-à-dire la date à laquelle on a fait porter notre interrogation, qui a encore interposé quelque chose d'autre entre REL et UBS. Je suis particulièrement également un peu irrité par les leçons de manière de rédiger les demandes administratives que nous donne M. Condamine-Gerbier depuis quelques semaines, car je suis tout à fait heureux, en revanche, que ce gestionnaire de fortune chez REL entre 2006 et 2010 soit pétri de remords aujourd'hui et nous explique qu'il veut donner plein d'informations sur les titulaires de comptes étrangers non déclarés en Suisse par des Français. Je suis impatient d'avoir ces informations. Mais enfin, voilà quand même quelqu'un qui a participé à l'opacité et au détournement des procédures quand il travaillait chez REL, en tous les cas pour REL, entre 2006 et 2010, et qui vient donc nous expliquer aujourd'hui que nous n'avons pas rempli la demande comme nous devions. Notre demande était large, elle visait l'ayant droit économique, le droit suisse prévoyait que les établissements financiers comme les banques devaient nous donner cette information et que ça ne devait pas permettre une opacité qui ne nous permettait pas d'obtenir l'info, et pourtant nous avons eu une réponse négative. Juste une information, une confirmation. Qui a eu connaissance de la réponse des autorités suisses? Et pour être plus précis, est-ce que les conseils de M. Cahuzac ont eu... Est-ce que les conseils de M. Cahuzac ont été informés par les autorités suisses de la démarche française? Et est-ce qu'ils ont été informés des réponses adressées à l'administration française? Alors, précisément sur le premier point, c'est-à-dire ont-ils été informés de la démarche, c'est-à-dire de notre question? Il est assez probable qu'il l'ait été pour deux raisons. La première, c'est que le droit suisse prévoit, et c'est l'une de nos difficultés, qu'il faut informer, enfin que les banques suisses doivent informer systématiquement leurs clients lorsqu'une demande vient d'un État étranger. Et la deuxième raison plus fondamentale, c'est que dans la mesure où nous demandions à l'administration helvétique de remonter antérieurement au 1er janvier 2010, qui était la date d'entrée en vigueur d'effectivité de l'avenant à notre convention, j'avais moi-même écrit et donc signé une lettre de couverture que vous avez également, je crois, qui accompagnait la demande d'assistance administrative elle-même, qui précisait que si le contribuable concerné et sa banque en étaient d'accord, c'était une condition nécessaire, nous souhaitions obtenir l'info jusqu'en 2006. Donc selon toute vraisemblance, il est normal qu'ils aient informé le client, ou au moins ses conseils, ce qui revient au même, du fait qu'il y avait cette question. Ensuite, est-ce qu'il a été informé de la réponse? Alors très clairement, pas par moi non plus que par mes collaborateurs, ça c'est bien évident, qui n'avons pas informé le JDD non plus, je profite pour le dire. En revanche, je ne sais pas vous dire si UBS ou l'administration helvétique, j'ai des doutes sur le second point, mais UBS possible, a informé le contribuable du sens de la réponse. Sur cette deuxième question, je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé. Alors, dernière question. Est-ce que vous pouvez nous éclairer d'une formule qui figure dans la réponse des autorités suisses? Il y a la mention suivante. Au demeurant, la banque a précisé que sa réponse se fonde exclusivement et expressément sur les périodes temporelles limitées par la requête des autorités françaises. S'agit-il d'une mention habituelle dans des réponses de ce type? Malheureusement, les Suisses nous répondent si peu sur nos demandes d'assistance bancaire que nous ne pouvons pas vraiment parler d'habitude encore. Très sérieusement toujours, nous avons regardé bien évidemment les quelques réponses bancaires que nous avions reçues avant celle-ci. Nous n'avons pas trouvé de formule de cette nature, mais à chaque fois les banques étaient différentes
Et nous avons compris, nous avons même posé la question à l'administration helvétique, nous avons compris que nos collègues faisaient une sorte de copier-coller, si vous m'excusez l'expression, de la manière dont la banque leur répondait. Donc je comprends que chaque banque suisse a sa manière de répondre à ce type de demande, qui n'est pas normée, que l'administration fiscale helvétique recopie, ce qui est assez compréhensible d'une certaine manière, la réponse que la banque en particulier lui fait. Et enfin, sur cette mention en particulier, elle a évidemment appelé notre attention et nous l'avons prise comme une sorte de disclaimer, de protection juridique en quelque sorte, compte tenu du fait que nous étions remontés, avec l'accord de la banque et du contribuable néanmoins, mais remontés antérieurement au 1er janvier 2010. 2006, pour justifier. Moi, j'ai quelques questions complémentaires avant de donner la parole. J'ai 3 inscrits pour le moment, alors 4 maintenant. Quelques questions pour reprendre les 4 volets que vous nous avez exposés. Le premier volet, c'est qu'est-ce qui s'est passé au début des années 2000. Alors, vous nous avez apporté beaucoup de précisions par rapport à celle de votre directeur général, qui nous avait informé que le dossier de Jérôme Cahuzac était descendu à Bordeaux. Il ne savait pas nous expliquer pourquoi. Alors, vous avez commencé à trouver l'explication. Mais, à l'intérieur de l'administration fiscale, est-il normal qu'on puisse envoyer sans explication, sans motivation, le dossier d'un contribuable qui était situé à Paris, sans explication, et qu'il ne soit remonté que 6 ans plus tard sans que personne n'ait dit mais vous nous avez pas justifié et qu'est-ce que vous avez fait de cela? Et après, comment se fait-il que une fois qu'il s'est transmis, il y a dû y avoir des travaux, vous nous avez dit, qu'ils ont, semble-t-il, pas trouvé grand-chose. Il n'y a pas une petite note des services disant, enfin nous reverrons, puisque vous avez donné à notre rapporteur un certain nombre de documents, qui clôt cette, je ne sais pas comment l'appeler, examen, information pouvant éventuellement déboucher. Et comment la hiérarchie n'est pas au courant de cela? Enfin, je veux dire, il y a quand même là des dysfonctionnements à l'intérieur de l'administration fiscale. Ça, c'est le premier point. On va faire point par point, parce que sinon on va peut-être un peu se perdre. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu plus là-dessus? Alors, je vais essayer, mais comme nous avons déjà commencé à en parler tout à l'heure, je crains de ne pas avoir d'arguments vraiment nouveaux à vous apporter, enfin d'explications plutôt que d'arguments. Alors, les services de la B2I, enfin l'ADNEF, c'est un service d'enquête. Donc ce qui a été mené, ce qui aurait dû être mené, c'est ce qu'on appelle une enquête. Donc une enquête dans le jargon interne, c'est une procédure qui permet de regarder assez largement les documents internes, le dossier fiscal, mais aussi toute information d'origine externe et qui éventuellement va aboutir à la proposition d'engagement d'un contrôle. Au cas particulier, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, le service en question, la B2I de l'ADNEF, même si elle est sise à Bordeaux, avait la compétence nationale pour demander le prélèvement de ce dossier, et donc le service de gestion, le service de Paris, en 2001, qui a répondu à cette sollicitation, a parfaitement appliqué les procédures internes. Il n'avait pas à lui demander pourquoi il prélevait ce dossier, et il n'avait pas à s'opposer au prélèvement de ce dossier. Une fois que ça arrive à Bordeaux... Mais pour vous, c'est normal qu'on puisse transférer un dossier du domicile du lieu du contribuable vers un B2I, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs, sans qu'il y ait des justifications à apporter, je vous demande, le dossier pour telle raison. Oui, alors non seulement c'est normal, mais ce serait absolument ingérable pour nos collègues du pôle Paris Sud-Ouest, donc l'ancien service de Janine Péchat que vous avez auditionné la semaine dernière. Pour des raisons assez évidentes, un grand nombre de ce que l'on appelle les dossiers à fort enjeu, les personnes plutôt favorisées d'un point de vue patrimonial ou revenu, habitent dans ces quartiers sud-ouest de Paris. Et donc le service de Mme Péchat gère une très grande quantité, elle vous le dirait mieux que moi, mais ce sont plusieurs milliers de dossiers de cette nature, en plus de tous les autres dossiers communs, si je puis dire. Et donc les services de gestion, dont le travail consiste à recevoir
recevoir les déclarations taxer, répondre aux questions, etc., n'ont absolument matériellement pas la possibilité d'interroger les services d'enquête ou de contrôle quand ceux-ci viennent prélever un dossier. C'est d'ailleurs en proportion relativement rare, bien sûr. Je ne dirais pas que c'est exceptionnel, mais en pourcentage des dossiers qui sont gérés par un service, entre guillemets, de base, le prélèvement de dossiers est assez rare. Donc, de mon point de vue, il est normal et il serait difficile de faire autrement que le service de gestion, en 2001, n'ait pas eu d'informations sur la motivation. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, il y a une case à cocher entre contrôle, enquête, autres. Enfin, il y a 2 ou 3 motifs, mais qui sont des motifs assez généraux. À partir du moment où M. Mangy avait coché la case concernant ce motif en particulier, il avait formellement fait ce qu'il fallait faire pour obtenir le dossier. Ensuite, une fois que cela arrive à Bordeaux, c'est là que les choses commencent, si je puis dire, à ne plus fonctionner exactement comme c'est prévu. Au début, ça va encore, l'inspecteur confie à son collaborateur direct, le contrôleur, le soin de rassembler des éléments. C'est ce que je vous ai rapporté tout à l'heure. Le contrôleur en question fait son travail tout à fait correctement et regarde dans le dossier. Il fait à peu près la même chose que M. Garnier fera quelques années plus tard. Il regarde les obligations déclaratives et de paiement, les déclarations d'ISF probablement, et il revient vers son inspecteur en lui disant « je n'ai pas d'éléments qui me permet d'aller plus loin ». Et l'inspecteur, là je reconstitue, parce que à partir de là commencent des conjectures. Plutôt que de dire écoute, je vais essayer de me retourner vers ma source, essayer de voir si elle a d'autres éléments à nous apporter qui nous permettraient d'avancer, ou je vais en parler avec mon inspecteur principal, le chef de brigade, pour voir si on fait quelque chose de ce dossier qui concerne un député, le dossier reste en l'état. Donc, je redis ce que je disais tout à l'heure, et malheureusement, je regrette vraiment que le principal intéressé soit décédé l'année dernière, de mort naturelle. Je ne dis pas qu'il a mal fait son travail, enfin, je ne peux pas être certain qu'il a mal fait son travail, mais il n'est pas normal qu'il n'ait pas informé sa hiérarchie, ça je vous le concède bien volontiers, et il est normal que ça n'ait pas donné lieu à l'engagement d'un contrôle à partir du moment où, dans le cadre de nos procédures internes, nous n'avions qu'une information anonyme non étayée. Voilà ce que je peux dire sur ce premier. Bon, ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est l'affaire Garnier, entre guillemets. Bon. Alors, vous nous avez dit, si j'ai bien compris, que l'affaire Garnier, vous n'avez pas été extrêmement précis. Quand est-ce qu'elle commence? C'est-à-dire, est-ce que vous, M. Garnier, que nous auditionnerons, la date n'est pas encore fixée, mais nous avons décidé d'auditionner, d'après ce que vous avez retrouvé dans les dossiers, il commence à avoir des informations quand? Alors, pour bien comprendre le sens de la question, Monsieur le Président, des informations sur l'éventuelle détention par M. Cahuzac d'un compte. D'accord, parce que le contentieux entre les deux personnes commence bien avant. Donc c'est pour ça que je me permets de vous demander une précision. Ce qui nous intéresse, c'est la situation fiscale de Jérôme Cahuzac. D'accord, très bien. Donc, M. Garnier est réaffecté à la DIRCOFI Sud-Ouest, en l'occurrence dans le service d'enquête et de programmation de ce service de contrôle. En septembre 2006, il se voit attribuer un accès, c'est tout à fait normal compte tenu de ses fonctions générales à Adonis, c'est-à-dire non limitées, et il commence à la fin de l'année 2006 à consulter la situation fiscale d'un certain nombre de ses collègues, en l'occurrence plutôt supérieurs, hiérarchiques. La dernière trace informatique que nous avons d'une consultation du compte fiscal, au sens les informations, Cahuzac, date d'avril 2007.
Donc, quelque part... La première ou la dernière? La dernière. Mais la première, concernant... Je n'ai pas la date précise, mais c'est à partir de septembre 2006. C'est entre septembre 2006 et avril 2007. Voilà. Entre septembre 2006 et avril 2007, M. Garnier non seulement peut consulter cette application générale, mais consulte précisément la situation fiscale de M. Cahuzac. Donc je ne sais pas vous dire, bien évidemment, qui lui a donné l'information ou la piste. Ça, il vous le dira lui-même, j'imagine. En tous les cas, lui le sait. Mais c'est à cette date-là qu'il se penche sur la situation de M. Cahuzac. Mais vous nous avez dit dans votre intervention qu'il a refusé de donner à sa hiérarchie l'origine de ses sources. Est-ce que ceci est une situation normale d'un inspecteur des impôts? Il peut refuser à sa hiérarchie de donner des informations, de dire « je n'ai pas à donner mes sources ». Est-ce que c'est normal, du point de vue de la déontologie? De mon point de vue, ce n'est pas normal et nous ne pouvons pas engager de contrôle sur la base d'informations anonymes, comme je vous le indiquais tout à l'heure. Donc ça bloquait le processus. Je peux comprendre l'état d'esprit de M. Garnier à ce moment-là, si je me mets un instant à sa place. Il est convoqué de mémoire le 24 mai 2007 par son directeur pour se voir reprocher d'avoir consulté à tort cette application, en tous les cas sur ces personnes-là. J'insiste beaucoup, pas que sur M. Cahuzac, sur une trentaine de personnes. Et c'est donc le début, c'est l'engagement d'une procédure disciplinaire à son égard pour ce motif. Donc bien évidemment, M. Garnier, je le suppose, il vous le dira mieux que moi, n'est pas dans un état d'esprit très favorable à l'égard de son administration. Mais dans le document que vous avez, qui est son mémoire, le fameux mémoire de juin 2008, enfin qu'a votre administration, même si c'est l'autre sous-direction, d'après ce que vous avez indiqué, qui détenait cette pièce, il y a quand même des informations. Comment est-ce qu'il a pu avoir accès à cela? Il dit, cet élu a acquis son appartement parisien situé 35 avenue de Breteuil, Paris 7e, pour le prix de 6,5 millions de francs, financé comptant en début de carrière à hauteur de 4 millions, etc. Comment est-ce qu'il peut avoir cette information? Il a accès au patrimoine immobilier par Adonis? Oui, tout à fait, Monsieur le Président. D'accord, donc c'est comme ça qu'il peut connaître cela. Oui. Bon, après il parle de ce compte éventuel en Suisse, il ouvre un compte bancaire à numéro en Suisse, etc. Alors comment est-ce qu'il peut affirmer après? J'ai ouï dire, alors ça veut dire que ça, c'est pas à travers Adonis. J'ai ouï dire qu'il possède un patrimoine immobilier important, villa en Corse héritée de son père, villa à Marrakech au Maroc et résidence à La Baule. Il a accès même à l'origine des biens? C'est-à-dire si c'est un héritage, s'il l'a acheté? Vous permettez, Monsieur le Président, il faudrait encore savoir quelle est la validité de ces affirmations. Non, mais justement, en tant que la rapporteur, je demanderai de consulter le dossier fiscal de M. Cahuzac. Bien sûr. Bien sûr, c'est d'ailleurs convenu. Comment est-ce qu'il peut dire qu'il emploie une salariée d'origine philippine sans papier, à la fois son service domestique, etc. En 2007, il a été condamné par ces faits par le tribunal correctionnel de Paris et il a été dispensé de peine. Comment il peut connaître ces faits? Alors, très clairement, toutes ces informations ne figurent pas dans le dossier fiscal des époux Cahuzac pour différents motifs. Soit elles ne sont pas d'origine fiscale, l'employé philippine, enfin de nature fiscale, soit elles ne correspondent pas à la réalité du patrimoine des intéressés. Votre rapporteur pourra s'en apercevoir. Donc, M. Garnier revenait en septembre 2006 d'une première sanction disciplinaire à son égard qui avait été prise au début des années 2000, en 2004 si ma mémoire est bonne, et il avait gagné devant la justice administrative et donc il était réintégré dans sa direction, la DIRCOFI. Inutile de vous dire que dans ce type de situation, c'est extrêmement délicat à gérer. Et donc, M. Garnier était dans une structure, la brigade d'enquête et de programmation, avec assez peu de travail, il faut le reconnaître. Donc je pense qu'il a beaucoup utilisé Internet pour retrouver des informations, toute information de toute nature, sur M. Cahuzac, qui semblait l'obséder beaucoup. Voilà. Monsieur le Président, je crois que sur ce sujet, et c'est normal, la Commission doit être aussi éclairée.
je crois que si la Commission en est d'accord, il faut auditionner M. Garnier. Je crois que c'est important. Et deuxièmement, en tant que rapporteur, je demanderai à consulter le dossier fiscal de Jérôme Cahuzac pour que les choses soient claires. Car il y a beaucoup de choses contradictoires qui figurent dans ce document. Il faut que la Commission soit totalement éclairée. Alors, sur le troisième point que vous avez abordé, c'est-à-dire le problème de la saisine et de pourquoi on a une réponse négative de l'administration fiscale alors qu'on découvre 2 mois plus tard qu'il avait bien un compte, vous avez fait 3 hypothèses. Alors, moi, je lis les manuels de lutte contre la fraude fiscale et on me dit que beaucoup de détenteurs, puisque l'administration helvétique nous a informé, le gouvernement français, qui avait, je crois, à peu près 80 milliards de dépôts sur des comptes de résidents français non déclarés à l'administration fiscale française, c'est quand même pas des petites sommes, le double pour l'Allemagne, hein, d'après les indications fournies par le gouvernement helvétique. Je voudrais comprendre la chose suivante. On nous dit qu'il y a 2 façons de dissimuler sa détention. Il y en a peut-être d'autres. Hein. Alors on appelle ça compte omnibus, compte écran, compte, enfin bon, c'est-à-dire un compte, si j'ai bien compris, détenu par un chargé d'affaires, voilà, et qui a des sous-comptes à l'intérieur, et que donc quand on interroge, on balaye, on ne trouve pas l'intéressé. Ou, deuxième système plus raffiné, qui est la création d'un trust, d'une fondation, notamment au Liechtenstein, qui détient le compte en Suisse. Donc quand vous balayez, vous trouvez fondation numéro tant, ou je ne sais pas comment elle s'appelle, hein, et donc que la convention franco-suisse, en fait, ne permet pas d'accéder et d'avoir une lutte efficace contre la fraude. D'ailleurs, vous nous avez donné, votre directeur général, les résultats des 4500 consultations. Pour le moment, on a 6% de réponses, et là-dedans, ça n'a débouché que dans 3 à 4 cas. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer si, face à ce type de montage, est-ce que la Convention, en fait, elle n'aboutit pas à ce qu'on réponde systématiquement non, il ne le détient pas, alors qu'il le détient? Alors, tout d'abord, un élément de précision. Je pense que les autorités helvétiques étaient d'autant plus enclines à informer la France et le grand public qu'il y aurait 80 milliards d'euros de dépôts chez eux, qu'ils étaient dans une logique de promotion d'un accord de type Rubik. Et donc je ne sais pas s'il y a effectivement 80 milliards d'euros dans les caisses des banques suisses d'origine résidents français, mais je suis certain que la France n'a pas souhaité signer un accord de type Rubik qui consistait à opérer un prélèvement forfaitaire sur ces sommes et à blanchir ou exonérer d'impôts le sujet. Pour répondre à votre question précisément, Monsieur le Président, nous avons effectivement ces 2 moyens qui existent. Comme je vous l'ai indiqué brièvement tout à l'heure, je remettrai 2 exemples de formulaire A à votre rapporteur qui montrent que si tous les acteurs helvétiques respectent la loi suisse au moins depuis 1997, les 2 modalités que vous décrivez fort justement ne doivent pas faire obstacle à une réponse sur l'ayant droit économique réel, puisque j'ai un exemple de formulaire A dans lequel nous avons un intermédiaire, prenons les établissements REL pour illustrer le propos, qui ouvre un compte dans une banque avec des sous-comptes au nom de plusieurs ayants droit économiques. Donc ça couvre le premier cas, et je remettrai à votre rapporteur un 2e formulaire A qui est un peu plus sophistiqué, qui mentionne les structures interposées auxquelles vous faisiez référence tout à l'heure, soit au Liechtenstein, mais au milieu des années 2000, le Panama a eu également un franc succès. Donc encore une fois, ce n'est pas la manière dont on a formulé la demande, et je ne crois pas que ce soit la manière dont est rédigée notre convention avec la Suisse depuis l'avenant de 2009 qui sont en cause ou qui posent problème. C'est le respect de la loi proprement helvétique et la surveillance de ces multiples établissements divers par les autorités locales qui, de mon point de vue, posent problème.
Oui, mais en d'autres termes, les mécanismes de fraude, notamment via la Suisse, notre convention, et l'affaire Cahuzac le montre, ne permet pas de détecter ces fraudeurs. Est-ce que c'est ça la conclusion de cette affaire du point de vue fiscal? Il est évident que pour nous et depuis bien longtemps, l'échange automatique d'informations entre tous les États sur les titulaires effectifs de comptes en nous confiant, en nous informant des soldes des comptes est la seule et unique bonne solution pour nous permettre d'avoir ces infos. Car aujourd'hui, nous sommes sur de l'assistance à la demande et effectivement, on dépend de celui qui nous répond. Il y a une dernière question auquel vous n'avez pas répondu, qui était, vous l'avez évoqué mais très rapidement, qui est pourquoi vous n'avez pas saisi simultanément Singapour? Alors, concernant Singapour, on s'est évidemment posé la question, d'une part, les informations qui étaient à notre disposition faisaient état d'un transfert en 2010. Nous avons réussi à convaincre les autorités helvétiques de remonter antérieurement jusqu'au 1er janvier 2006, car je n'avais personnellement qu'une crainte, c'est que les informations que Mediapart nous a révélées le 4 décembre soient un petit peu imprécises aussi sur la chronologie, et je craignais que si le transfert avait eu lieu fin 2009, ce qui semble commencer à apparaître dans l'instruction judiciaire, et pas début 2010, nous aurions raté ce créneau, si je puis m'exprimer ainsi. Donc à partir du moment où on couvrait 2006-2012 et qu'au sein de cette période, il n'y avait pas de transfert vers l'étranger, il était difficile pour nous, je pense, mais nous ne l'avons pas fait, de convaincre les autorités singapouriennes de nous répondre. Il faut savoir qu'avec Singapour, la convention est moins restrictive en ce sens que l'on peut interroger sur toutes les banques en théorie. Il faut savoir qu'en pratique, Singapour n'ayant pas de fichier FICOBA, ils sont obligés d'interroger individuellement les 600 ou 700 établissements bancaires de ce beau pays. Et surtout, différence avec la législation suisse, il y a un juge qui doit accepter la demande française dans chacune des opérations. Donc ces éléments combinés, la pratique de l'assistance administrative avec Singapour et le fait que nous avions une réponse négative sur le transfert, nous ont amenés à ne pas interroger Singapour en février. Bien, alors j'ai 1, 2, 3, 5 collègues qui veulent poser des questions. 6. On commence par Madame Dalloz. Oui, merci Monsieur le Président. Deux questions. La première, vous avez dit tout au début de l'audition que l'administration fiscale n'ouvrait pas d'enquête ou ne cherchait pas d'éléments dès lors que la dénonciation ou les éléments apportés étaient anonymes. Bon, nous avons bien entendu. Mais lorsque en juin 2008, Garnier fait un mémoire en défense, enfin, c'est quand même quelque chose qui est rédigé. Bien sûr, il ne nomme pas ses sources. Ses sources restent anonymes, mais lui-même dénonce implicitement, et c'est écrit dans un mémoire en défense, que Jérôme Cahuzac détiendrait, et qu'il a ouï dire que Jérôme Cahuzac détiendrait un compte en Suisse. Que sa source soit anonyme au sens de l'administration, je l'entends, mais qu'on ne prenne pas en compte cette déclaration officielle écrite dans un mémoire en défense, c'est plus choquant, puisque là on n'est plus vraiment dans l'anonymat, c'est Rémi Garnier qui l'écrit dans un mémoire en défense. Première question. Deuxième question, moi, je vous entends, monsieur chef de service, vous avez des doutes, des suspicions, des possibilités. Enfin, à chaque fois, on a eu très souvent 3 pistes possibles de réponse à l'ensemble des interrogations qui vous sont posées ou que vous posez. Il est assez probable, vous avez dit vous-même, il est assez probable que les conseils de Jérôme Cahuzac aient été informés de la demande d'information. Je suis étonné de cette formulation. Il est assez probable. Soit ils étaient réellement informés, et auquel cas, vous le savez, soit ils n'étaient pas informés, et il y avait une muraille de Chine, une autre muraille de Chine.
Et puis, enfin, sur la réponse qui a été faite, bon, on se rappelle tous de la publication du journal du dimanche, et franchement, ni par moi, ni par mes collaborateurs, je l'ai entendu, certainement soit UBS, soit l'administration helvétique, il faudrait aujourd'hui qu'on soit un peu plus clair sur cette piste que vous ouvrez, mais où on n'a pas de certitude. Réponse. Alors, sur l'information du journal du dimanche, sauf erreur de ma part, il y avait eu des 9 et 10 février 2013, il y avait eu quelques jours avant sur le site du Nouvel Obs une information de même nature. Elle donnait le sens de la réponse. Je maintiens très clairement, puisque le directeur général m'a posé la question et qu'il m'a demandé de poser la question aux 3 collaborateurs qui, avec moi, ont travaillé sur ce dossier et nous avons reçu la réponse, et par définition, nous en connaissions le contenu, que la source des médias sur le sens de la réponse n'émane pas du service du contrôle fiscal. Je ne peux évidemment pas m'engager pour d'autres que moi et mes collaborateurs. Je peux quand même dire que je ne pense pas non plus qu'elles viennent de notre directeur général, bien évidemment. Je ne peux pas vérifier l'origine de cette fuite à partir du moment où je sais qu'elle ne vient pas de chez moi. En revanche, le sens de la réponse... Moi, ce que je sais, c'est que j'ai transmis les éléments à deux personnes. J'ai donné le sens de la réponse et la réponse à M. Bézard. Et M. Bézard s'est expliqué la semaine dernière sur ce qu'il en avait fait et vous a indiqué qu'il n'était pas à l'origine de cette transmission vers la presse. Et j'ai transmis le lendemain de sa réception ces éléments à la police judiciaire, Madame Dufaux. Et bien évidemment, je ne suspecte pas la police judiciaire d'être à l'origine de ces fuites. Donc, je ne peux pas répondre à cette question, Madame la députée, j'en suis vraiment désolé. Sur le deuxième sujet, je remonte à l'envers. Oui, je maintiens, je ne peux pas non plus être certain de ce qui s'est passé entre une partie privée, les conseils de M. Cahuzac, et la banque, un établissement bancaire suisse, UBS. Ça, je suis absolument au regret de ne pas avoir ce type d'information. Bien évidemment, le chef du service du contrôle fiscal que je suis aimerait disposer toujours de beaucoup plus d'informations sur les contribuables, mais heureusement, le citoyen que je suis aussi, parfois, pose ses propres limites à ce que le chef du service du contrôle fiscal souhaiterait. Pour rester très sérieux, on est sur des matières, bien sûr, très très sensibles. Là, soyons précis, soyons factuel, la législation suisse interne permet aux contribuables de connaître une interrogation venant d'un État étranger quand ça le concerne. Donc c'est un premier motif interne à la Suisse qui peut expliquer le fait que M. Cahuzac ait eu connaissance du fait qu'on interrogeait la Suisse. Et par ailleurs, je l'ai dit très clairement, et j'assume tout à fait, dans la lettre que j'ai signée de couverture, j'avais autorisé l'administration helvétique à lever en quelque sorte, à utiliser cette procédure interne suisse sur les années 2006 à 2009, puisque nous étions en dehors des clous prévus par la Convention, l'avenant à la Convention. Donc il était parfaitement normal que nous permettions que la banque et les conseils du contribuable soient informés de la demande. Ce n'était pas un passe-droit, c'était pour obtenir une réponse sur une période non couverte par la Convention. Bon, c'est important. Donc vous l'avez demandé. Ah oui. Ma lettre, je crois que vous l'avez, sinon je vous la redonnerai bien évidemment, prévoit un paragraphe à la fin qui dit vous pouvez, s'il y a accord du contribuable et de l'établissement bancaire concerné, nous souhaitons que vous nous donniez les éléments sur une période non couverte par la Convention, par l'avenant à la Convention, c'est-à-dire 2006-2009. Et lorsque nous avons deux conversations téléphoniques avec nos homologues helvétiques les 22 et 23 janvier, si ma mémoire est bonne, nous avons évidemment évoqué ce sujet. Nous demandions quelque chose qui n'était pas prévu par le droit. Donc il était normal que nous ne refusions pas l'application du droit suisse sur ce point. Merci. Oui, avec votre permission, Monsieur le Président. Je crois que la réponse des autorités helvétiques contient la réponse à notre question. Je l'ai, moi, la réponse. Elle dit
après consentement de Maître Edmond Tavernier, représentant M. Jérôme Cahuzac, la banque nous a informé qu'elle ne détenait. Oui, c'est parce que. Il y a eu consentement. Donc, s'il y a eu consentement des conseils de M. Cahuzac, c'est qu'il y a eu connaissance. Donc, c'était pas prévu par la Convention parce que c'est un accord, j'allais dire conventionnel, concernant l'intéressé disant je suis d'accord pour. Ce qui est d'ailleurs, monsieur le. Oui, on a déjà abordé. Je demandais la précision parce que je souhaitais qu'il puisse être dit au niveau de la Commission que cette demande, disons cette proposition, on l'avait faite, on l'avait formulée. C'est ça. Ce qui, monsieur le rapporteur, qui s'intéresse à la fraude fiscale, pose une question plus générale. C'est pourquoi, alors qu'il sait qu'il a un compte en Suisse, il autorise l'élargissement de la période. C'est toujours la même question qu'on se pose. N'était-ce pas parce que tout simplement, il savait que la réponse ne pouvait qu'être négative? Si vous m'autorisez. Pardon. Voilà. Monsieur Gardet, je ne sais pas ce que vous en pensez. A posteriori. Vous m'autorisez encore une précision juste pour être complètement complet sur le sujet évoqué par le rapporteur général. Même si je n'avais pas sollicité la Suisse sur 2006-2009, le droit interne suisse tel qu'il est en vigueur aujourd'hui leur fait obligation d'informer le contribuable ou son conseil qu'une interrogation porte sur lui. Donc je pense qu'il aurait été informé de toutes les façons. Mais j'ajoute... Mais pas forcément la réponse, nous a dit M. Gardet, c'est pas sûr. C'est important. Sur la question, les choses sont claires. Sur la réponse, rien ne figure dans le droit sur l'obligation d'apporter la réponse. Concernant le sens de la réponse, nous comprenons du droit suisse que la banque n'a pas l'obligation d'informer du sens de la réponse si la réponse est négative. Mais je ne suis pas... Répétez ce que vous venez de dire, à haute et intelligible voix. Je vais essayer, Monsieur le Président. Nous comprenons du droit suisse que pour ce qui concerne la réponse, le droit suisse ne fait pas obligation d'informer le contribuable quand la réponse est négative, quand on n'en donne aucune information utile à la... D'accord. Mais ça, on le vérifiera, puisque nous n'avons pas encore la réponse, mes chers collègues, de l'administration suisse. Il n'y a pas de... On attend la réponse, puisqu'on a demandé à auditionner le responsable de l'administration fiscale suisse. Alors, je n'ai pas oublié la dernière... Alors, il y a une dernière question de Mme Dalloz concernant le mémoire de M. Garnier. Il y a deux éléments à prendre en compte pour bien répondre à cette question. Le premier élément, c'est un élément de contexte très important. L'intéressé, M. Garnier, était en procédure disciplinaire. Il était en opposition ouverte avec sa hiérarchie. Je ne porte pas de jugement sur qui avait raison, qui avait tort. C'est juste la situation à ce moment-là. Et donc, la situation n'était pas une situation normale. Ça, c'est le contexte. Et puis, il y a nos procédures et l'application de nos procédures. Et au cas particulier, j'ai interrogé, comme je crois l'avoir dit tout à l'heure, les 3 directeurs successifs de la DIRCOFI Sud-Ouest, et en particulier celui qui était en poste au moment des faits en 2007. Il m'a indiqué qu'ils avaient regardé la valeur, la capacité à utiliser les informations recueillies par M. Garnier, et ils avaient jugé qu'il n'était pas possible d'engager un contrôle plus approfondi sur de telles bases, dont je redis, je crois que c'est votre rapporteur qui l'a cité tout à l'heure, ou le président, je ne sais plus. Dans son mémoire, M. Garnier indique « Les informations recueillies proviennent de plusieurs sources extérieures à l'administration fiscale » et un peu plus loin, il indique « J'ai ouï dire ». Et honnêtement, je vous le dis, mais vraiment très, très simplement et en toute franchise, je préfère une administration fiscale qui renonce à engager un contrôle sur des informations de sources anonymes et l'anonymat refusant d'être levé, y compris par nos propres agents, qu'une administration fiscale qui se mettrait à engager des contrôles approfondis à chaque fois qu'elle a ce type d'informations. Bien. Allez, on passe à notre collègue Gorge. Oui,
Essayez, mes chers collègues, d'être synthétiques et bien ciblés dans vos questions. Président, oui, mais... Non, mais je ne dis pas ça pour M. Gorge. À chaque fois, vous nous le dites, à chaque réunion, vous passez des heures à poser des questions et ensuite, il faut qu'on aille très vite. Non. Bon, je pense que tout le monde peut on a notre temps. poser des questions. Oui, quelques questions. Manifestement, dans cette procédure, on sent bien que M. Gonel a du mal à se faire entendre, parce que 3 fois il parle et à chaque fois, il y a un mur devant lui. Alors, on est revenu sur la période 2001. 2001. Moi, je voudrais juste sur 2001. Bon, moi, je pense c'est très précis. Vous expliquez que l'administration fiscale a fait son travail, et puis je trouve que c'est bien. C'est pas sur dénonciation qu'il faut agir. Mais petite question très précise, Monsieur Mongier, est-ce qu'il est autorisé à ne rien dire, c'est-à-dire qu'il fait un sans suite, ou il doit forcément rapporter à la hiérarchie? Il est peut-être complètement dans sa mission, en fait, sur cette chose-là. Je ne sais pas. Deuxième moment où Gonel donne de l'information, c'est en 2006. Il donne le document qui authentifie que M. Cahuzac a un compte, c'est l'enregistrement. Est-ce que M. Bruguière est venu voir l'administration fiscale, puisqu'on parle d'article 40 pour M. Gonel, quand vous détenez une information, et là, c'est des personnes qui sont responsables. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que M. Gonel a donné l'enregistrement, puisqu'il a dit qu'un juge de cette trempe-là valait beaucoup plus qu'un petit juge de province. Alors, est-ce que... Il connaît l'article 40. Voilà, il le connaît bien. Donc, est-ce que M. Bruguière a transmis ces informations pour que ça soit exploité? Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, à chaque fois, on est au moment d'une période électorale. Vous voyez, là. Et puis, troisième événement où M. Gonel a encore un mur devant lui, c'est il va voir M. Zabulon à l'Élysée. Là, il donne encore les informations à l'Élysée. Et est-ce que M. Zabulon, qui lui a l'information, et a priori on discute avec le président de la République, fait suivre pour que là, on a des faits précis, il y a des gens qui sont identifiés. Donc, par rapport à la procédure, je pense qu'il y a matière à agir. Donc, et puis, alors, troisièmement, pour moi, c'est un mystère, mais j'ai peut-être loupé un passage. Aujourd'hui, on nous dit qu'en interrogeant la Suisse, on n'a aucune réponse, enfin, on a une réponse négative, d'ailleurs, qui a été exploitée, à mon avis, un peu trop rapidement par Claude Bartolone, par un certain nombre de gens qui ont dit, vous voyez, Cahuzac, il n'y a pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir. Aujourd'hui, qui vous donne l'information comme quoi Claude Cahuzac a un compte en Suisse en dehors de, Jérôme, en dehors de Jérôme Cahuzac lui-même? Je n'ai pas vu la pièce qui nous dit que M. Cahuzac détient ou a détenu un compte en Suisse. La seule personne qui en parle, c'est Jérôme Cahuzac. Ça serait un sacré canular si à la fin il disait non, en fait. Une précision, mon cher collègue. Jérôme Cahuzac ne parle pas d'un compte en Suisse. Il parle d'un compte à l'étranger. Voilà. Il y a 3 questions. Notre collègue a posé 3 questions. Monsieur Gardette, est-ce que vous pouvez répondre? Alors, je vais essayer de répondre le plus rapidement possible. Le fait que M. Gonel ait eu du mal à se faire entendre en 2001 est, de mon point de vue, une des conséquences de la modalité qu'il a choisie pour entrer en contact avec l'administration fiscale. Une connaissance qui contacte un ami au sein de l'administration fiscale, c'est pas l'idéal. Il se trouve que cette connaissance semble être M. Mongier. Je vous réponds bien volontiers sur le fait qu'il ne me semble pas normal que, s'agissant d'un dossier en général, mais en particulier d'une personnalité sensible, puisque M. Cahuzac était député à cette époque-là, M. Mongier n'ait pas informé sa hiérarchie, le chef de brigade, l'inspecteur principal, du fait qu'il avait demandé ce dossier et du fait qu'il ne ferait rien de ce dossier puisque, avec son collaborateur, il n'avait pas trouvé d'éléments utiles. Ça, c'est la première question. La deuxième question, 2006. Nous n'avons trouvé aucune trace d'une transmission d'informations, en particulier relative à l'enregistrement émanant de M. Bruguière dans les années 2006-2007, non plus que dans les années suivantes, bien entendu, vers l'administration fiscale. En revanche, puisque vous auditionnerez M. Garnier, il me semble qu'il est utile de lui demander quelles étaient sa ou ses sources à la fin de l'année 2006 ou au début de l'année 2007. On peut supposer, on peut ne pas exclure en tous les cas, que ce soit M. Bruguière. Concernant sur ce point, M. Gardette, il est quand même étonnant
qu'un inspecteur des impôts se permette d'utiliser Adonis, etc., et quand on lui demande mais quelles sont vos sources, qu'il refuse de donner ses sources. Enfin, il est fonctionnaire de l'administration fiscale et que c'est quand même un peu étonnant. Oui, comme je vous l'ai expliqué, Monsieur le Président, il était en conflit ouvert avec sa hiérarchie et donc je ne l'excuse pas, bien évidemment. Simplement, c'est le contexte et donc lui vous expliquera comment il a vécu les choses. Moi, en tant que chef du service du contrôle fiscal, comme vous, je trouve ça anormal. Clairement, je vous le dis sans difficulté. Alors, bien évidemment, l'entourage du chef de l'État, au cas particulier, un membre de son cabinet à la présidence de la République, n'ont pas transmis d'informations non plus à l'administration fiscale au moment de la période dont on parle, c'est-à-dire en décembre 2012 ou en janvier de cette année. Enfin, pour terminer sur la dernière question concernant la réponse de la Suisse, nous devons, vous avez tout à fait raison, monsieur le député, être extrêmement prudents sur les informations qui nous sont données principalement que par le contribuable lui-même sur son blog. Et le fait qu'il ait nié pendant des mois, pour ne pas dire des années, et qu'il reconnaisse maintenant, ne nous suffit pas à fiscaliser. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, compte tenu du principe de spécialité, les informations recueillies par les juges nous seront utiles pour travailler, mais nous ne pourrons pas les utiliser directement. Donc, nous serons amenés, comme je crois vous l'a dit le directeur général la semaine dernière, à utiliser toutes les procédures administratives à notre disposition à l'égard de tous les États qui seront utiles à interroger pour pouvoir fiscaliser ceux ou ces comptes. Collègue Germain. Oui, trois questions rapides. La première, je crois que vous y avez répondu, mais je voudrais avoir confirmation de votre part. Vous excluez totalement l'idée que UBS ou la Suisse n'ait pas répondu de fait, sans le dire, sur la période 2006-2009 parce que ce n'était pas couvert par la Convention et que par des circonvolutions, en fait, l'explication puisse être le fait que dans cette période-là, le compte était détenu par un ayant droit, mais ils ne se sont pas sentis tenus de répondre à cela. La deuxième question, toujours liée à cette procédure, est plus précise, je crois qu'elle n'a pas été posée encore, c'est à quel moment vous décidez et qui décide de faire appel à cette convention d'entraide avec la Suisse, puisque vous nous avez expliqué tout à l'heure que la procédure écrite demandée à M. Cahuzac était un préalable à ça, donc on a eu le sentiment que c'est vous-même qui avez décidé d'y procéder. Puis, dernier point, notre rapporteur va donc consulter le dossier fiscal. Vous-même, vous nous avez dit l'avoir consulté en janvier de M. Cahuzac. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il n'y a aucune information concernant ce compte, ni datant de 2001, ni de 2006, ni d'une autre période, qui aurait pu signaler qu'il y a eu des rumeurs, des informations sur l'éventualité d'un compte, qu'il y a eu des enquêtes qui ont été faites ou des procédures ou des vérifications qui ont été vérifiées. Et si aucune information n'est dans ce dossier, est-ce que ça vous paraît normal d'un point de vue des procédures internes à votre direction ? Alors, je n'exclus pas totalement, parce que je ne peux pas en avoir la preuve, que UBS ne nous a pas menti, ou plus exactement n'a pas menti à l'administration fiscale suisse. En revanche, je crois avoir indiqué que cette hypothèse possible ne me semblait pas la plus probable compte tenu du contexte général. Mais c'était l'une des trois hypothèses que je formulais, donc je ne peux pas l'exclure complètement parce que j'ai appris à me méfier des banquiers suisses, donc je ne sais pas. Deuxième question, à quel moment nous décidons de faire appel à la Suisse ? Alors, très clairement, c'est dès le milieu du mois de décembre que nous commençons à réfléchir à cette hypothèse. Et pour répondre à votre deuxième question, dans la question qui était « est-ce que c'est moi qui en fais la proposition ?», je ne pense pas. Il me semble que c'est Bruno Bézard, notre directeur général, qui nous interroge sur les possibilités techniques de faire de l'assistance administrative. Et c'est à ce moment-là, comme je crois il a eu l'occasion de vous l'indiquer la semaine dernière, que nous lui indiquons que cela va être très difficile, que les risques, enfin les chances de résultats positifs sont faibles, parce que les Suisses risquent de juger la demande non
non pertinente, compte tenu du fait qu'elle est basée principalement sur un article de presse. Vous avez fait une note à votre directeur général là-dessus ou c'était oral? Non, c'était oral, Monsieur le Président. Merci. Troisième question, je vous confirme, Monsieur le député, que lorsque j'ai consulté le dossier fiscal des époux Cahuzac au mois de janvier, ne figurait à l'intérieur de ce dossier complet aucun élément relatif à l'éventuelle détention d'un compte bancaire à l'étranger. Premier point. Deuxième point, est-ce que je trouve cela normal ? Compte tenu du fait que les deux informations, les deux moments où nous avons eu des informations, c'était 2001 par M. Gonel interposé, si je puis dire, et 2007 par M. Garnier, je ne juge pas anormal que ces infos, dans la mesure où elles ont été écartées par nos services à cette époque-là, n'aient pas figuré dans le dossier fiscal du contribuable, parce que si nous refusons d'utiliser les informations d'origine anonyme et que nous maintenons dans les dossiers ce qui est d'origine anonyme, au bout d'un moment, le nombre d'anonymats peut finir par donner un peu de pression en se disant ça doit finir par être vrai. Donc non, nous ne faisons pas figurer ces données, ces éléments d'origine anonyme dans les dossiers. Excusez-moi, M. Gardette, la répétition d'un élément faux n'en fait pas un élément vrai, et réciproquement. Donc prudence, oui. Voilà. Oui, non, mais prudence. Bien, vous avez répondu, je crois, à toutes les questions posées par notre collègue Germain, notre collègue Baird. Oui, si vous permettez, Monsieur le Président, je ne cesse de vous le dire. Bien, j'avais 3 questions, mais il ne m'en reste plus que 2, Monsieur Gardette. Elles seront très rapides pour solder, si j'ose dire, l'affaire 2001. Vous avez tout à l'heure précisé que la demande de dossier fiscal avait été reçue le 9 février et que le coupon d'envoi est daté, lui, du 12 février 2001, ce qui effectivement est extrêmement rapide et donc du strict point de vue de l'envoi. Pensez-vous alors comment vivez-vous le fait que nous ayons eu lors d'une audition précédente, et j'y ferai allusion dans un instant, M. Gonel, pour ne pas le citer, avait lui évoqué le fait que la demande de dossier avait été faite et qu'il n'y ait pas eu de retour, alors qu'en fait en 3 jours la demande a été traitée. D'évidence, les soupçons d'interférence politique qui aurait pu y avoir sur cette période-là ne tiennent pas, vu ce délai-là. Qu'en pensez-vous? La deuxième remarque précisément, il semble que le 23 mai 2013, dans une émission qui s'appelle Complément d'enquête sur France 2, un inspecteur des impôts interviewé anonymement, et qui n'est pas Rémi Garnier, d'évidence, déclarait qu'il avait demandé justement à la NEF de se procurer le dossier de Jérôme Cahuzac en janvier 2001 et que la direction nationale aurait refusé. Vous venez de nous confirmer l'inverse, et j'y faisais moi-même allusion. Quelle est votre réaction sur ces propos d'un fonctionnaire de votre administration? Voilà la deuxième question. La troisième concernait l'éventuelle communication par M. Bruguère d'informations auprès de l'administration fiscale. Vous venez d'y répondre. Voilà. Alors, Monsieur le député, sur la première question, comme je n'accuse pas du tout M. Gonel de mentir, bien évidemment, puisqu'il a prêté serment comme moi devant votre commission, j'imagine que c'est que quelqu'un lui a dit en 2001 ce qu'il vous a déclaré. Ça ne descend pas de Paris. Nous avons exactement la preuve. Je veux dire, si les documents internes au dossier fiscal de l'intéressé ne sont pas véridiques, alors là, je ne peux plus répondre de grand-chose devant votre commission. Donc, je considère que nous avons un document administratif qui montre la date d'envoi, des copies, enfin, votre rapporteur aura tout ça, le retour. Donc, je considère que c'est ce qui s'est vraiment passé. Donc, vous me demandez finalement de faire une conjecture sur ce qui a pu être indiqué à M. Gonel. Je ne sais pas quelle est la bonne réponse à votre question. Je me livre à une conjecture. Peut-être que, bien qu'actionné par un ami, une connaissance, cette fameuse connaissance mystérieuse de M. Gonel qui a fait l'interface entre la NEF, enfin la B2I de Bordeaux, et M. Gonel,
Bien que donc étant une connaissance de cette personne mystérieuse, M. Mangier, par professionnalisme, je ne sais pas, a peut-être ne pas voulu lui donner les suites qui étaient données à sa demande, à sa sollicitation de nature amicale. Et peut-être lui a-t-il dit « je n'ai pas récupéré le dossier de Paris » ou « Paris ne veut pas me laisser descendre le dossier ». Je ne sais pas si ça peut être cela. Ou alors, deuxième hypothèse, c'est à une tierce personne que M. Gonel était intervenu ou avait donné l'information de manière indirecte. Peut-être cette tierce personne que vous mentionnez dans votre deuxième question dans le reportage complément d'enquête. Et là, sincèrement, en toute franchise, je n'ai pas retrouvé trace de qui pourrait être cette tierce personne, si tierce personne il y a eu, qui, elle, ne travaillant pas dans un service d'enquête à compétence nationale comme la B2I, n'aurait pas eu le droit d'obtenir effectivement le dossier de quelqu'un qui était géré à Paris. Pas parce qu'il était député ou parce que c'était une personnalité sensible, mais parce que nos directions de contrôle ont des compétences géographiques, sauf la Direction nationale des enquêtes fiscales. Donc je vois ces deux hypothèses, mais je... Donc, Monsieur le Directeur, vous confirmez bien, le dossier est demandé le 9, il est expédié le 12, sans aucune interférence politique sur ce dossier en 2001. Absolument, absolument, absolument. Mon cher collègue, l'intermédiaire, le nom doit être facile à retrouver, puisque M. Bonnel n'a pas voulu nous donner son nom. Quand je l'ai réinterrogé là-dessus, il nous a dit que c'était, il faut qu'on vérifie sur le procès verbal, le président de la Ligue des droits de l'homme de Villeneuve-sur-Lot, de mémoire. Vous vous souvenez de la même chose? Je vérifierai. Donc il n'y en a pas 36 000 à cette époque-là. Donc c'est très facile de retrouver le nom de cette personne qui aurait servi d'intermédiaire entre M. Bonnel. Oui, Monsieur le Président, mais c'est pas celui-là, puisque dans le complément d'enquête, c'est un inspecteur des impôts qui s'exprime et qui n'est d'évidence pas le directeur de l'époque puisqu'il est décédé et qui n'est pas non plus M. Garnier. Donc c'est une tierce personne que Monsieur le Directeur n'a pas identifiée et qui n'est pas d'évidence non plus le représentant de la Ligue des droits de l'homme que vous évoquez. Donc il y a encore une tierce personne qui semble s'être intégrée dans le mouvement. Voilà. Ah ouais. Moi, j'avais compris, mais j'ai peut-être mal compris, qu'en fait, il y avait trois personnes impliquées. Il y avait M. Gonel qui avait l'info, il y avait un intermédiaire et il y avait un agent des impôts. L'agent des impôts, je comprends, nous avons déterminé en faisant des recherches que c'était M. Mangier, malheureusement décédé. Cet intermédiaire, j'avais compris que bien que ne travaillant pas à la B2I, il était peut-être lui-même de l'administration fiscale. Mais peut-être que j'ai mal compris les propos de M. Gonel. Moi, j'ai compris à peu près la même chose que vous, M. Garrett. J'ai compris que M. Bonnel a demandé à un ami, alors je ne sais pas s'il était en retraite ou pas, ancien inspecteur des impôts, qui travaille dans les services fiscaux, on reprendra le procès verbal. Et quand je l'ai poussé pour dire donnez-nous son nom, il a dit je vous le donnerai pas, mais c'était le président de la Ligue des droits de l'homme. On vérifiera, donc on peut le trouver assez facilement. Donc ça serait lui qui a fait le joint entre M. Bonnel et M. Mangier, semble-t-il. Semble-t-il. Soyons prudents, semble-t-il. Sur ce premier point. Et nos agents ont parfaitement le droit d'être concomitamment inspecteurs des impôts et président de la Ligue des droits de l'homme du département. Donc ce n'est pas contradictoire. Ça peut même être voilà. Donc je ne suis pas capable, comme vous l'avez compris, de répondre à votre deuxième question. J'ai regardé l'émission complément d'enquête. Je n'ai pas identifié qui était cette personne, et donc je ne sais pas si c'est cette fameuse tierce personne qui a servi d'intermédiaire ou si c'est encore quelqu'un d'autre. Je suis désolé de ne pouvoir vous le dire. Bon. Alors, nous avons encore deux intervenants, M. Thévenoud, et on finira par M. Eckert. M. Thévenoud. Merci, Monsieur le Président. Ça me rappelle toute cette histoire autour de M. Gonel, me rappelle une chanson qui était à la mode il y a quelques années. C'est quelqu'un qui m'a dit, vous voyez, moi ce qui me frappe, c'est qu'il parle beaucoup, M. Gonel, mais il ne s'adresse jamais aux bonnes personnes. Et M. Bruguière, c'est pareil. C'est quand même hallucinant qu'à aucun moment on fasse usage de l'article 40. Moi, je voudrais vous poser plusieurs questions. La question Bruguière a été posée. Je pense qu'il est prévu, Monsieur le Président, une audition de M. Bruguière, puisqu'on a quand même un certain nombre de questions à lui poser. Quelle trace M. Mangier a-t-il laissé de l'arrêt de cette procédure? Ce n'est pas un contrôle, c'est un examen, enfin je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais est-ce qu'il y a une trace du fait qu'il a constaté qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments? Deuxième question, est-ce que vous jugez logique que M. Garnier soit réintégré alors que vous dites qu'il n'est pas dans une situation normale, situation administrative normale
compte tenu du contentieux avec sa hiérarchie et son administration. Est-ce que vous jugez classique est-ce que c'est dans la règle et dans les usages communs de l'administration fiscale de le réintégrer avec droit d'accès illimité à Adonis? Troisième question. Quelles sont les relations qu'entretient votre service avec Madame Cahuzac? Vous avez dit que vous avez examiné le dossier des époux Cahuzac. Vous avez parlé de janvier. Vous parliez de janvier de cette année. Quelles sont précisément les relations que vous entretenez avec l'épouse de Jérôme Cahuzac ou avec ses conseils? Est-ce que vous pouvez être plus précis sur les relations que votre administration entretient avec elle? Dernière. Le 754, est-il un document normalisé? Y a-t-il un modèle? Avez-vous modifié ce document? L'avez-vous enrichi? Vous avez dit tout à l'heure que vous l'aviez rédigé vous-même, personnellement, enfin avec, j'imagine, des collaborateurs, mais avant, après, est-ce qu'il y a avant un document normalisé et avez-vous ajouté votre patte, je dirais, pour parler vulgairement, je m'en excuse, à ce document 754 pour le cas de Jérôme Cahuzac? Alors, concernant M. Mangier, malheureusement, il n'a laissé aucune trace autre que la réexpédition du dossier en février 2007 qui ait pu être retrouvé par les services de l'ADNEF aujourd'hui. Est-ce que je trouve cela normal? La réponse est non. Et afin d'éviter que ce type de situation, je ne parle pas qu'un ministre du budget détienne un compte à l'étranger, je parle de la manière dont l'administration fiscale a géré la totalité de l'affaire sur toute la période. Nous essayons depuis plusieurs années, mais ça n'existait pas en 2001, de mettre en place des applications informatiques qui suivent et qui tracent à la fois la recherche, donc typiquement ce que faisait M. Mangier, on va essayer d'expérimenter ça dans les prochains mois, et à la fois les contrôles fiscaux. Car il ne me semble plus possible en 2013 qu'une activité aussi sensible que ces matières ne puisse pas donner lieu à rendre compte, soit au corps de contrôle, soit bien évidemment au Parlement. Deuxième question. Excusez-moi, il arrête. Ah oui, alors. Comment il met 6 ans à réexpédier? Mais je partage votre incompréhension, puisque comme M. Bézard vous ça a été ma réaction instinctive, naturelle, personnelle, lorsque j'ai effectivement pris connaissance du dossier complet, le 2004, des époux Cahuzac au mois de janvier dernier. Donc, je ne sais pas vous dire à quelle date précise il arrête les investigations. Plus exactement, nous avons le compte-rendu de son collaborateur de l'époque, que je vous ai lu partiellement tout à l'heure, qui nous indique qu'il a fait les opérations dans les semaines qui ont suivi la réception du dossier, donc printemps 2001, que ne trouvant rien, il a demandé à son supérieur hiérarchique, M. Mangier, si celui-ci avait des informations complémentaires, si on pouvait rencontrer sa source, etc. Et que devant la réponse négative de M. Mangier, cela s'est arrêté là. Donc vous dire à quel moment ça s'est arrêté, les véritables investigations, je n'ai pas de date, mais je pense que c'est les semaines qui suivent la réception du dossier. Et je fais confiance aux collaborateurs de l'époque, pas de sujet là-dessus. Vous expliquez pourquoi ce dossier est resté jusqu'en 2007 à la B2I. À part la négligence, je ne vois pas d'autre explication. Deuxième question, la réintégration de M. Garnier, pour être totalement précis et complet, sauf erreur de ma part, M. Garnier a d'abord été muté d'office à la DSF, la Direction des services fiscaux du Lot-et-Garonne. Et c'est cette mutation d'office qu'il a attaquée, il a gagné, et donc il a obtenu le droit d'être réintégré dans son affectation précédente, qui était la DIRCOFI à Agen. Simplement, précédemment, à la DIRCOFI d'Agen, enfin l'antenne d'Agen de la DIRCOFI Sud-Ouest, excusez-moi, il était vérificateur. Donc il était inspecteur des impôts, il faisait des contrôles. C'est dans ses fonctions précédentes qu'il avait contrôlé notamment France Prune.
Et pour des raisons assez évidentes, il a été jugé impossible de le remettre dans la brigade de vérification en tant qu'inspecteur vérificateur. Et c'est pourquoi il a donc été mis sur d'autres fonctions d'enquête et de programmation. Et il était logique de lui donner accès à Adonis compte tenu des fonctions qu'on lui demandait d'exercer, enquête et programmation. Est-ce que c'était rétrospectivement une bonne idée de mettre M. Garnier sur ces matières et sur ces fonctions à cette époque-là? Je ne le pense pas. Troisième question, nos relations avec Madame Cahuzac. Alors j'aurais tendance à répondre tout à fait normal, si je puis m'exprimer ainsi. Très clairement, lorsque l'on fait l'examen d'un ministre qui vient de prendre ses fonctions, nous regardons l'ensemble du dossier du foyer fiscal. Lorsque le ministre est marié ou lorsqu'il a un conjoint et que ça peut donner lieu à déclaration d'ISF, on regarde ces sujets. Il est de notoriété publique que la situation du couple n'était pas absolument normale à cette période, et donc ça a été une des difficultés de nos services, le service local que vous avez auditionné la semaine dernière, la DRFIP 75, que d'entrer en contact avec les deux contribuables pour avoir, si j'ose m'exprimer ainsi de manière un petit peu triviale, le même son de cloche. Et c'est la raison pour laquelle je pense à la fin du mois de novembre ou au tout début du mois de décembre, nous avons indiqué aux contribuables qu'il serait très souhaitable qu'ils nous donnent un représentant, un conseil, peu importe sa profession, mais quelqu'un qui parlerait en leur nom à tous les deux. Et c'est le fameux maître Ranchon, expert comptable, qui était l'expert comptable des deux membres du foyer, madame et monsieur, qui a rencontré le 19 décembre, si ma mémoire est bonne, l'administration fiscale de Paris, avec la liste de questions qui s'est retrouvée le lendemain dans un article bien informé de Mediapart. Donc nos relations avec Madame Cahuzac étaient les mêmes que celles que nous avions avec Monsieur, au sens où nous leur posions des questions fiscales, nous lui posions des questions fiscales par son conseil interposé, et nous souhaitions des réponses à ces questions. Voilà. Et enfin, la 754 est effectivement un formulaire qui est globalement normalisé, il est utilisé dans certaines circonstances et nous rentrions dans cette circonstance. En revanche, la rédaction des phrases qui composent la deuxième page du formulaire est assez libre. Chaque fonctionnaire des impôts l'adapte à la question qu'il souhaite poser au contribuable. Donc en ce sens, nous avons mis, le service du contrôle fiscal, notre patte sur ce formulaire. Bien évidemment, les services de Paris, compte tenu de leur technicité et professionnalisme, auraient été parfaitement capables de rédiger ce formulaire. Simplement, dans la mesure où il concernait le ministre du Budget, il m'a semblé normal que nous prenions à l'administration centrale la responsabilité de rédiger ce formulaire, de manière à ce qu'on ne vienne pas leur reprocher ensuite éventuellement je ne sais quel problème de procédure, de rédaction, ou etc. Enfin, on prend nos responsabilités aussi. Merci. Monsieur Eckert. Merci, Monsieur le Président. Moi, je n'ai qu'une question un peu générale, certes. Beaucoup ont mis en avant le fait que la banque UBS qui était mise en cause était, dès l'époque, l'objet d'un certain nombre de procédures administratives, judiciaires et autres, sur lesquelles je pense qu'on aura à revenir un jour, non pas dans le cadre de cette commission, mais en tout cas la justice poursuit ses investigations. Est-ce que vous avez quelque part été freiné, accéléré je dirais, est-ce que le fait que la banque UBS était l'objet d'un certain nombre de recherches, vous en avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure le fait que vous aviez travaillé sur le dossier UBS, est-ce qu'il y a eu des interférences entre Cahuzac et l'affaire UBS en tant que telle qu'elle est connue actuellement sur les procédures? Monsieur le chef du service.
très clairement, Monsieur le rapporteur général, aucune interférence. Pour être complètement précis et factuel, comme vous le savez parfaitement, le dossier général de la banque UBS était mentionné expressément dans la lettre dite Muraille de Chine du 10 décembre 2012. Donc ça faisait partie des dossiers, outre son dossier personnel, que nous ne pouvions plus évoquer avec le ministre délégué au budget de l'époque, premièrement. Deuxièmement, j'ai en mémoire une note générale sur ce dossier UBS qui est remonté au cabinet, je crois, le 11 décembre, incontestablement le lendemain du 10, et qui est adressé exclusivement au directeur de cabinet de M. Moscovici, Rémi Rioux, le directeur général ayant mentionné de manière manuscrite sur le bordereau d'envoi de cette note, adressé uniquement au ministre de l'économie, compte tenu de la procédure de, je ne sais plus comment il écrit, s'il met China's Wall ou muraille de Chine ou autre chose, mais compte tenu de la procédure adoptée seulement la veille. Donc la réponse à votre question est non, pas d'interférence. À partir du moment où cette note muraille de Chine a été connue, nous n'avons rendu compte d'éventuels éléments nouveaux dans le dossier UBS, dans l'affaire UBS, qu'au 6e étage, comme on dit à Bercy, c'est-à-dire au ministre de l'économie. Monsieur le rapporteur général. Ma question, je veux dire, est-ce qu'avant la note, qui a traité, entre guillemets, de l'affaire UBS à Bercy? Est-ce que c'est le 6e? Est-ce que c'est le 5e? À votre connaissance, est-ce que notamment le ministre Cahuzac a eu à intervenir sur l'affaire UBS? Je vérifierai très précisément. Je ne crois pas que nous ayons adressé une note au ministre au pluriel sur ce dossier avant celle du 11 décembre dont je vous parlais à l'instant. Je n'en ai pas le souvenir. Mais si nous l'avions fait, on l'aurait bien évidemment adressé aux deux ministres. Et ce dont je suis absolument certain, c'est aucune interférence de M. Cahuzac dans le dossier UBS général, très clairement. Merci. Dernière intervenante, notre collègue Untermaier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Moi, c'est plutôt une impression générale s'agissant du dossier fiscal de Jérôme Cahuzac, parce que nous avons quand même des alertes en 2001, nous en avons ensuite en 2006, je crois, et en 2008. Quel est l'état d'esprit de l'administration fiscale au regard d'une situation quand même fiscale un peu problématique de Jérôme Cahuzac, au-delà de la question de l'enregistrement et du compte en Suisse? Je crois qu'il y avait des sous-évaluations qui avaient été dénoncées par M. Garnier. Le service, en 2001, récupère ce dossier. Est-ce qu'il y a eu des investigations sur ces questions, bien sûr, dans la limite du secret fiscal? Enfin, je souhaiterais avoir une réponse sur ce point. La deuxième, c'est sur le formulaire 754. Alors, vous nous expliquez effectivement qu'il y a un délai de 30 jours non contraignant. Ça a déjà été dit, hein, et je ne remets pas en question cette affirmation. Mais je souhaiterais connaître votre analyse à ce moment au constat que Jérôme Cahuzac ne répond pas dans le délai de 30 jours. Est-ce que vous attendiez une réponse beaucoup plus rapide, expéditive, de sorte que l'assistance administrative à la Suisse puisse être demandée dans des délais encore plus rapprochés que les 30 jours? Voilà. Pardon. Merci, mes chers collègues. Alors, sur votre première question, alors en 2001, l'information, si on peut la qualifier comme telle, ne porte que sur la détention d'un compte à l'étranger, non déclaré, et ne remonte pas à la hiérarchie. Donc très clairement, ça ne figure pas dans le dossier, ça n'avait pas de raison de donner lieu à des suites, puisque le service d'enquête n'a pas proposé justement un contrôle approfondi. Donc jusque-là, c'est normal, si je puis dire. En 2006, l'information ne parvient pas à l'administration fiscale. Je vous le rappelle, en 2006, c'est M. Bruguière, si j'ai bien compris, qui est informé par M. Gonel. Nous, on n'en entend pas du tout parler à ce moment-là. Et puis en 2008, le mémoire de M. Garnier, là, pour le coup, nous ne tirons pas de suite
Sur le dossier fiscal de M. Cahuzac, de ce mémoire, puisque comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le service du contrôle fiscal en administration centrale n'a pas eu connaissance de ce mémoire, mais en revanche, nos directeurs localement, évidemment, en ont eu connaissance puisque c'est remonté sous leur couvert, et ont considéré que là encore les informations n'étaient pas suffisantes pour ouvrir quelque chose. Votre rapporteur, lorsqu'il prendra connaissance du dossier fiscal de l'intéressé, constatera qu'il y a eu quand même des contrôles sur la période 91 à nos jours, que le dossier n'est pas resté à l'écart de toute procédure et de tout contrôle, bien au contraire. Deuxième question concernant la procédure, la demande de renseignement. Nous n'attendions pas effectivement vraiment de réponse, mais comme je vous l'ai dit, quel qu'ait été le sens de la réponse, nous aurions fait la demande d'assistance administrative. Effectivement, si on avait une réponse fin décembre ou enfin le 20 décembre, on aurait lancé l'assistance administrative 3 semaines plus tôt. Mais c'est plutôt dans un état d'esprit, vous étiez sous pression médiatique, il fallait interroger rapidement la Suisse sur cette question, et attendre 30 jours, c'est très long dans un dispositif où on entendait quand même beaucoup la presse parler de ce compte en Suisse. Alors, 30 jours n'est pas un délai très long dans l'administration, c'est tout à fait la réalité. C'est pas parce qu'on travaille lentement, c'est simplement que les procédures de contrôle, on s'attendait à ce que les Suisses mettent peut-être 6 mois à nous répondre. Donc Monsieur Moscovici avait insisté beaucoup auprès de son homologue, Madame Widmer-Schlumpf. Monsieur Bézard avait insisté auprès de son homologue. On espérait une réponse plus rapide, mais pas en 7 jours. Et donc, si vous voulez, nous étions dans une procédure fiscale ayant pour objectif de taxer, si compte il y avait, les avoirs à l'étranger. Et donc notre préoccupation première n'était pas la gestion du temps médiatique, qui était la préoccupation du gouvernement, des autorités politiques. Et Monsieur Moscovici ne vous a pas un peu plus fort devant votre micro. Vous n'avez pas informé Monsieur Moscovici en fait de la non-réponse dans le délai de 30 jours. Je vous confirme ce point. Effectivement, le ministre n'a pas été informé de la non-réponse à la 754. Bon. Eh bien, écoutez, il me reste à remercier M. Gardette pour la précision de ses propos. Et mes chers collègues, donc rendez-vous cet après-midi à 16h15 ou 16h30 16h30 16h30, salle Lamartine, hein, parce que ce matin, certains ont erré et sont allés dans notre ancienne commission. Voilà, salle Lamartine. Merci.